Bonjour à tous, merci de nous accueillir aujourd'hui pour un webinaire qui va être très dense parce qu'on va parler de beaucoup de choses. Bien sûr, on va parler de la Covid qui commence à s'éloigner dans la dernière vague, à la vague Omicron, mais c'est pour l'instant. Cependant, comme toujours dans l'actualité de la pharmacie, il y a de nouveaux sujets qui viennent chasser les anciens, donc on va essayer de les reprendre dans l'ordre. La visioconférence d'aujourd'hui sera bien sûr consacrée quand même à la Covid et aux dernières informations relatives au dépistage, vaccination, masque, passe vaccinal, à la nouvelle convention pharmaceutique que l'USPO a décidé de signer. J'ai eu mandat qui m'a été donné par mon conseil d'administration pour signer cette nouvelle convention, avec un vote positif à 76% plus une abstention. Donc une immense majorité du conseil d'administration m'a donné le mandat pour que je signe cette convention. Enfin aussi la situation en Ukraine, les dons de médicaments et bien sûr les comprimés d'iode qui nous posent beaucoup de questions. Vous voyez qu'on n'est que deux aujourd'hui. Gilles a pris d'autres responsabilités, en particulier au conseil de la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, où il siège en tant qu'administrateur et en tant que représentant des CPME. Il va prendre du coup une nouvelle orientation dans la défense de la profession, dans une autre instance, mais croyez bien qu'il continue de suivre les évolutions de la profession et, euh, et à faire attention au virage que l'on prend, que l'on continue de prendre. Je pense que dans les prochains webinaires, vous aurez d'autres têtes qui vont apparaître, qui seront les membres du bureau de l'USPO, qui vont venir aussi s'exprimer sur différents points, et puis voilà, vous montrer que c'est toute une équipe qui est là et qui se mobilise pour les pharmaciens. On va commencer par la vaccination, avec une annonce qui a été faite du Premier ministre, du ministre de la Santé, pardon, de dire qu'une infection égale une injection, avec beaucoup de questions qui sont venues se poser par rapport à ça, et en particulier on va pas reprendre tous les cas parce que c'est des cas qui sont quasiment euh, ponctuels et qui sont chaque cas est particulier, donc on a fait une fiche, mais je vous le redirai après. Mais il y a un cas particulier où je voulais revenir dessus, c'est si une personne a fait un schéma vaccinal initial complet et qui est infectée 3 mois après sa dernière injection, son résultat positif suffit pour qu'elle dispose d'un schéma vaccinal complet. Alors, quand je dis il suffit sur le territoire français. Un rappel n'est pas nécessaire, mais il est possible de le faire, notamment en cas de départ à l'étranger ou pour passer les frontières, parfois, il faut avoir cette dose de rappel. Je vous rappelle je ne vous pas de vous rappelle, je vous redis qu'une fiche pratique est à votre disposition sur le site de l'USPO et détaille toutes ces situations particulières. Il y a eu un énorme travail qui a été fait par Sylvie, notre secrétaire générale, qui l'a fait, qui l'a corrigé avec Bénédicte et Guillaume. Et je voulais les remercier les trois pour le boulot qui est fait parce que ces fiches arrivent très peu de temps après que les doctrines soient sorties. Et il faut bosser dans l'urgence, c'est pas facile. Essayer de mettre tous les cas et de n'oublier rien et d'être le plus exhaustif et le plus juste possible. Et ça demande un énorme travail de la part des trois pour que vous ayez ces fiches en temps et en heure. Donc maintenant, il y a tellement de cas particuliers que c'est compliqué d'y répondre au cas par cas, mais allez voir les fiches, tout est dedans noté et vous retrouverez tous vos petits pour arriver à répondre à vos questions. Juste un point en termes de vaccination, il arrive un nouveau vaccin sur le marché, enfin que l'on va pouvoir commander, c'est le vaccin Novavax. C'est une AMM européenne et qui est limitée aux personnes qui ont plus de 18 ans en primo-vaccination. Il y a eu un avis de l'HAS qui a autorisé ce vaccin comme une alternative au vaccin ARN messager pour les personnes qui pourraient présenter une contre-indication ou pour celles qui sont réticentes au vaccin ARN messager. C'est surtout pour ça qu'il arrive, pour essayer de tirer encore la vaccination vers le haut en proposant une alternative à l'ARN messager. Dans tous les autres cas, il convient de privilégier l'ARN messager, donc les personnes qui ne sont pas réticentes et puis les personnes qui auraient une contre-indication. C'est un schéma à 2 doses, à 21 jours d'intervalle. Sans problème, on peut avoir un schéma hétérologue, c'est-à-dire une première injection Pfizer ou Moderna, puis un Novavax entre 25 et 35 jours après la première dose. Par contre, pas de possibilité de faire de rappel avec ce vaccin, juste la primo-vaccination. Alors, les quantités de vaccins que l'on reçoit, le vaccin a dû arriver fin février, début mars sur le territoire français, ont été partagés en 2 lots, à peu près équivalents. La moitié est partie dans les dom-toms, parce qu'on savait que dans les dom-toms, il y a une réticence à utiliser le vaccin ARN messager. Donc, la moitié est partie dans les dom-toms, et l'autre moitié a été répartie sur le territoire français,
mais pas au niveau des effecteurs de ville, au niveau des centres, un centre par département essentiellement, mais on a la possibilité, chaque effecteur de ville, donc médecin, infirmier, pharmacien, d'aller chercher une dose, si on le veut, pour pouvoir injecter ce vaccin à un patient qui voudra absolument avoir ce vaccin-là. Donc, il faut prévenir le centre et aller la chercher dans le centre. Mais les commandes vont être ouvertes sur le portail de commande classique à partir normalement du 14 mars. Donc, vous pourrez les commander et avoir ce vaccin. Ce sera un vaccin multidose comme les autres vaccins. En ce qui concerne le masque et les passes vaccinales, les dernières annonces du gouvernement ont dit qu'il y avait la fin du pass vaccinal à partir du 14 mars. Ça a été annoncé récemment. De même que la fin du port du masque obligatoire. A priori, même en pharmacie. Les décrets ne sont pas encore parus. Donc, bien sûr, ce que je vous dis là, c'est la tendance actuelle des discussions. Mais tant qu'on n'a pas le décret, on va l'attendre parce qu'il y a peut-être encore des arbitrages. Le port du masque reste obligatoire dans les établissements de santé, les EHPAD, les hôpitaux, les cliniques, etc. Mais a priori, pas à la pharmacie, tant pour les patients que pour les salariés de la pharmacie. Ce ne serait pas une obligation. Je vous dis maintenant, pour l'instant, prenez ça comme étant l'information, mais a priori, c'est celle qui va sortir. Mais on attend vraiment le décret, la parution et les derniers arbitrages qui devraient arriver dans la semaine, puisque le 14 mars étant lundi prochain, je pense que ce sera à ce moment-là. Quelques questions peut-être? J'en ai alors quelques-unes. Bon, c'est des questions un peu spécifiques, donc comme on vous l'a dit, on va plutôt vous réorienter surtout vers les fiches, mais donc c'est vers qui orienter les personnes qui n'arrivent pas à valider leur QR code avec un test positif. Ça, je pense qu'il faut que, en fait, ce qui se passe aussi beaucoup, c'est que souvent elles peuvent fusionner leur schéma vaccinal initial avec leur test positif. Mais il faut qu'elles téléchargent la mise à jour de l'appli Tous Anti-Covid qui s'appelle Pass Plus. Et ça, c'est à elle de le faire, en fait. Le pharmacien n'est pas obligé de le faire pour le patient. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas hésiter à leur demander de le faire eux-mêmes. Il y a une fiche pratique qui a été faite là-dessus qui répond à beaucoup de questions. Voilà, il y a aussi une question, Pierre, peut-être quand les premières vaccinations n'ont pas été validées sur SIVAC en centre de vaccination. Ça, c'est vrai que c'est problématique. C'est problématique parce que on n'a pas la possibilité de vacciner, de valider quelque chose qu'on n'a pas fait. Enfin, moi, en tout cas, je le déconseille. C'est pas bien. Donc là, c'est problématique. Il faut essayer de revoir le médecin qui était présent éventuellement sur le centre pour la vacciner, pour la valider, pardon. Là, j'ai pas de solution, moi. Il faut qu'on demande, on va se renseigner. Est-ce que le schéma avec les Janssen 2 sur 1 et alors c'est pas forcément du Janssen le 2 sur 1 et le 3 sur 1 permanent, est-ce que tu peux donner quelques infos là-dessus et puis surtout encore une fois réorienter vers la fiche pratique? Oui, faut vraiment faut vraiment vous regarder la fiche parce que chaque cas est particulier et vraiment maintenant on arrive à une multitude de cas qui fait que je voudrais pas vous dire de bêtises, donc allez voir la fiche, elle est parfaitement faite, elle est à disposition de tout le monde. On a voulu que ce soit pas spécifiquement fait pour les personnes qui sont syndiquées, pour les adhérents. Donc allez voir ces fiches-là. Très rapidement, en fait, le 2 sur 1, c'est quand la personne a eu un schéma vaccinal initial avec une seule dose parce que par exemple elle a eu le Covid et qu'elle fait un rappel. Et donc pour prendre en compte sa situation, maintenant son schéma vaccinal complet ça va être 2 sur 1. Et pour le 3 sur 1, c'est uniquement pour les Janssen. Et normalement c'est lorsque il y a eu une clôture du schéma vaccinal initial avec Janssen puisque c'était une seule dose. Donc le schéma a été clôturé à 1 sur 1. Et donc après, en fait, ça a généré une ouverture de nouveaux dossiers. Donc c'est aussi pour ça que ça passe en 3 sur 1. Mais comme l'a dit Pierre, en effet, il y a une fiche pratique très bien faite qui récapitule vraiment cette situation. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de l'USP. Juste une petite chose, vous voyez la réactivité de Sylvie, elle me met un message tout de suite en me disant, ils ont annoncé une plateforme où on pourra fusionner si les gens ne peuvent pas le faire. Donc, C'est ça, à partir du 14 mars normalement, mais on n'a pas encore eu de confirmation là-dessus. Mais c'est vrai qu'à partir du 15 mars, 14 ou 15 mars, je ne sais plus. Exactement. Pour quand des doses unitaires de vaccins? alors, pas cette année, c'est certain.
ce sera éventuellement pour l'an prochain, mais de toute façon, il n'est pas encore question. Enfin, pour l'instant, c'est pas du tout dans les tuyaux d'avoir des doses unitaires. Ni de doses couplées éventuellement à la grippe ou quoi que ce soit. Pour l'instant, c'est séparé et ce sera pas avant l'an prochain de toute façon. Alors, ça, est-ce qu'il y a un site officiel de conseil aux voyageurs qui indique les exigences vaccinales pour chaque pays? Bah, il faut aller sur France Diplomatie. C'est ça. Alors, je vais rester sur les vaccins. Tata. Comment fournir des flacons à un centre de vaccination de proximité qui, ne restant ouvert que 3 heures par semaine, ne sera plus approvisionné par l'ARS? Eh bien, ça, c'est où le professionnel de santé en fait la demande personnelle. Vous avez un médecin qui dit, ben voilà, je veux un flacon pour moi, il en fait la demande et il a le flacon, ou un autre effecteur, hein, mais je pense que c'est le seul moyen que vous ayez de dispenser des vaccins à un professionnel qui va s'organiser lui-même en centre. Après, là encore, donc j'ai des questions sur les problématiques de fusion de passes entre les noms de jeunes filles, les noms maritales, et également entre les schémas vaccinaux qui sont réalisés à l'étranger, par exemple le schéma vaccinal initial à l'étranger et le rappel en France. Là encore, on a fait une fiche là-dessus. Vous avez toutes les informations sur le site de l'USPO. Vous pouvez vous référer à ça. Et en fait, il y a une possibilité de fusionner les passes quand il y a des difficultés comme ça. Et encore une fois, ça sera encore plus simple normalement avec la plateforme dans les prochains jours. La vaccination aux professionnels de santé va-t-elle rester obligatoire? Ça, oui, de toute façon, ça ne bougera pas. Donc, les professionnels de santé et tous les gens qui ont l'obligation vaccinale, au-delà des professionnels de santé, hein, les pompiers, etc., ça reste obligatoire dans les officines aussi. On est bien d'accord qu'il faut faire une dose de rappel si l'infection a lieu moins de 3 mois après la deuxième dose. Oui, Oui, on est bien complètement. d'accord. Hop. J'ai cédé des flacons à un centre de vaccination. Comment les déclarer avec le code KGP? Merci. Pas Alors, ce ne prévu. sera pas avec le code KGP, parce que le code KGP, c'est pour les EHPAD uniquement. Ce sera avec déclarez-le au nom du médecin. Alors, je vous rappelle, hein, pour le code KGP, c'est en mettant comme patient le 1 55 55, etc., enfin le patient fictif, entre guillemets, et puis comme prescripteur, le FINES de l'établissement qui reçoit le flacon, donc le FINES de l'EHPAD. De ce fait, un centre de vaccination n'ayant pas de finesse ne peut pas être considéré comme avoir reçu par le mode KGP des flacons. Par contre, dans ce centre, il y a des médecins et vous l'avez remis au médecin. Alors, maintenant, peut-être aussi rapidement sur les masques, parce que tu l'as évoqué. Les masques restent-ils remboursés? Alors pour l'instant, oui, toujours, que ce soit les masques chirurgicaux ou FFP2, sur prescription spécifique, hein, parce qu'au départ, on avait eu peut-être vent que toutes les personnes qui pouvaient avoir des masques chirurgicaux basculaient automatiquement sur des masques FFP2. Ce n'est pas le cas du tout. Les personnes qui peuvent avoir des masques chirurgicaux sont identifiées comme ayant, voilà, avec une prescription. Et par contre, pour les masques FFP2, il faut que la prescription spécifie bien les masques FFP2, avec une tarification différente entre les deux. Donc, pareil pour la facturation des masques aux patients et aux aides. Donc, oui, pour l'instant, Tout à fait. on vous dira quand il y aura un changement. Donc ça, vous l'avez mis. On a mis les masques chir, les FFP2. Voilà. Alors après, bon, c'est plus sur l'opportunité de continuer, pardon, à porter le masque à la pharmacie pour les salariés. Il y a des pharmaciens qui s'interrogent sur est-ce qu'il serait pas plutôt judicieux de conseiller quand même aux pharmaciens et à leur équipe de continuer à porter ce masque. Après, tout va dépendre de chacun. Ça n'est plus une obligation, mais après, effectivement, on peut toujours conseiller de le faire. Mais on a quand même aujourd'hui un maximum de gens qui sont vaccinés dans une courbe décroissante de contamination. Donc, c'est à surveiller. Mais je pense que si la contamination, si le taux de contamination devait remonter, effectivement, il serait totalement logique de remettre des masques à la pharmacie, parce que c'est quand même un lieu où on croise des gens potentiellement malades. Après, il n'y a pas d'obligation. Donc, chacun va le faire comme il le souhaite, comme il l'entend. On attend la confirmation du décret quand même, peut-être. De toute façon, on attend la confirmation du décret, tout à fait.
Voilà. Ben, pour les plexis, ben, c'est à vous. Enfin, Pareil. ça a jamais été une obligation, les plexis, à ma connaissance. Donc, Non, non, voilà. c'était une sécurité en plus, mais c'était pas une obligation. Ok, ben, je pense que pour les vaccins, on a fait le tour. On va passer Euh, au dépistage, Bénédicte. ouais, c'est ça. Donc, j'imagine que vous l'avez tous constaté, votre activité a un peu diminué avec les tests antigéniques et les autotests. Donc, il y a eu une baisse de 18% par rapport à la semaine dernière, pour votre information. Donc, on est à 1 466 000 tests antigéniques entre le 1er et le 28 février et 5 200 autotests supervisés. Donc, on voit, mais j'imagine que vous constatez également une baisse importante de ce dépistage en pharmacie. On voulait faire un rapide rappel sur l'évolution de la stratégie de dépistage qui a été mise en vigueur à partir du 28 février dernier. Donc pour les personnes qui sont cas contact, qui disposent d'un schéma vaccinal complet, y compris pour les personnes, enfin les scolaires, pardon, les jeunes enfants à l'école, désormais il est nécessaire de faire un seul test à J2 et ce test peut être soit un test antigénique, soit un RT-PCR, soit un autotest. Pour rappel aussi rapidement, ce qu'on entend par schéma vaccinal complet, et ça influe forcément sur la prise en charge des tests, c'est un schéma vaccinal initial complet, plus un rappel si la personne est éligible au rappel. Peut-être également revenir sur, oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que donc pour les personnes qui n'ont pas de schéma vaccinal complet, donc ce que je vous ai dit juste à l'instant, il n'y a pas de test à faire immédiatement. La personne est isolée immédiatement et à la sortie de son isolement, donc à J7, elle doit faire un test antigénique ou un RT-PCR. Vous l'avez constaté aussi, j'imagine, donc le prix des tests antigéniques et des autotests, pardon, a évolué le 15 février dernier. Donc, un rappel aussi rapide, les tests antigéniques sur prélèvement nasopharyngé, c'est désormais à 20 €. Un test antigénique sur prélèvement nasal à 16,30 €. Les autotests classiques sont à 3,35 €, qu'ils soient ou non pris en charge. S'ils sont pris en charge, il y a un honoraire de 2 € à ajouter à ce 3,35 €. Le prix de cession, donc le prix de cession, c'est le prix d'achat pour le pharmacien, c'est 3,25 €. Et pour les autotests spécifiques pour les enfants, c'est 4,10 €. Et là aussi, pareil si l'autotest est pris en charge ou non. Et là encore, on rajoute 2 € d'honoraires. Et pour le prix de cession, pour ces autotests spécifiques enfants, c'est 4 €. Peut-être Pierre, tu voudrais revenir Oui. sur la baisse de ces tarifs? Oui, juste pour vous dire que initialement, le ministère avait prévu une baisse en deux temps, donc une au 15 février, une au 14 mars, avec à nouveau une perte de 5 euros. Donc, ce qui faisait que le test antigénique passait à 15 euros de prise en charge. 15 euros qui se décomposaient comme ça. 5 euros pour le test, pour le kit, le matériel. 9,60 € pour le prélèvement. Et du coup, si vous faites la différence, vous allez voir que votre action de dépistage, de rendu et de diagnostic était payée 40 centimes. Autant vous dire qu'on s'est battu. L'USPO s'est battu énormément contre cette décision de cette deuxième baisse, qui était pour nous un camouflet par rapport à la profession. 40 centimes pour rémunérer notre travail, c'était intolérable, inentendable. Ça m'a valu une grosse engueulade de la part de l'assurance maladie qui m'a dit que j'étais irresponsable de ne pas vouloir cette baisse. Et j'ai été lâché dans cette bagarre par l'autre syndicat qui l'avait déjà accepté. Et qu'il avait accepté, et d'ailleurs il l'a dit dans les médias, partout, sans négociation, en raison de l'état d'urgence. Moi j'estime que payer un pharmacien 40 centimes pour faire un acte de diagnostic et un rendu, c'est pas juste, au sens justice, au sens équité. Donc vous avez vu que cette deuxième baisse n'a pas été pour l'instant validée. Elle le sera peut-être dans un deuxième temps, je ne le sais pas, mais pour l'instant elle n'est pas validée. Et c'est bien parce qu'on s'est battu et fortement battu que ça n'a pas été fait comme ça. Voilà. Et enfin, voilà. Sachez qu'on ne lâchera pas là-dessus et que je continuerai à me battre. Après, la décision, je ne suis pas ministre de la Santé, donc c'est pas moi qui vais décider, mais croyez bien que je continuerai de me battre là-dessus. Et puis on voit que, vu la diminution aujourd'hui des tests,
Ce serait vraiment ridicule parce que aujourd'hui les tests représentent plus beaucoup de chiffre d'affaires et plus beaucoup de facturation à l'assurance maladie. Donc ça ne se justifie plus aujourd'hui. Merci. Je voudrais juste revenir sur trois points, pardon, encore. On a été alerté sur le fait que, aujourd'hui, les tests antigéniques positifs, vous le savez, ne doivent plus être confirmés par un RT-PCR, puisqu'en fait, il y avait tellement de tests à faire qu'il n'était plus possible de les confirmer par RT-PCR. Sauf que si la personne veut voyager à l'étranger, le résultat positif d'un test antigénique n'est pas valable. Donc, il n'est pas suffisant comme justificatif pour un pass vaccinal ou un pass sanitaire valide à l'étranger, comme c'est le cas aujourd'hui en France. Donc, on est bien conscient de la complexité de la situation qui entraîne souvent des personnes qui se retrouvent à la porte de l'avion et on leur dit bah non, vous pouvez pas venir parce qu'en fait, vous avez fait un test antigénique positif et non un RT-PCR positif. Donc, ça pose beaucoup de difficultés. On a alerté le ministère là-dessus. On espère que, en fait, le problème, c'est juste des normes au niveau Union européenne et au niveau international, en fait. Donc, c'est juste une question de normes, mais c'est vrai que ça pose beaucoup de questions et de problématiques pour les personnes qui se retrouvent dans cette situation-là. Donc, en tout cas, nous, on a alerté le ministère là-dessus. Et on espère que les choses vont pouvoir s'améliorer rapidement. Surtout, bon, on est encore en mars, c'est loin les vacances scolaires, mais à un moment, si les grandes vacances vont peut-être poser problème pour les voyages à l'étranger. Je voudrais également revenir sur la distribution des autotests au personnel de l'éducation nationale. Vous savez, vous avez distribué des autotests pour les personnes qui travaillent, les profs ou toutes les personnes qui travaillent au sein de l'éducation nationale. Et normalement, cette distribution d'autotests doit prendre fin à la fin du mois de mars. Donc c'était juste janvier, février, mars. On attend la confirmation du ministère. Là également, on leur a demandé pour savoir si cette distribution cette dispensation allait être pérennisée ou en tout cas prolongée pour quelques mois. On vous tiendra informé dès qu'on aura la réponse. Et peut-être la dernière information qu'on voulait faire passer, c'était sur les barnums sauvages. Alors là encore, bon, forcément, étant donné que le nombre de tests diminue, j'imagine que le nombre de barnums sauvages vont également diminuer. Mais nous, en tout cas, on s'était fortement mobilisés pour lutter contre ces barnums qui donnent vraiment une très mauvaise image à la pharmacie, alors que finalement, tout ce qui a été fait par les pharmaciens depuis le début de la crise, ça a plutôt été irréprochable. Donc, désormais, en fait, tout lieu de dépistage doit afficher la profession, l'identité du professionnel de santé qui est responsable de ce lieu de dépistage. Donc, ça veut dire le nom, le prénom et le numéro RPPS. Et il faut également afficher la qualité des personnes qui interviennent sous sa responsabilité. Donc, si vous avez un barnum en dehors de votre pharmacie, même si c'est juste à côté et que vous respectez les règles et que voilà, il n'y a pas de souci, mais il faut quand même mettre ces informations-là. Donc bien sûr, l'idée c'était de lutter contre ces barnums où souvent, en fait, c'est un étudiant en architecture, on sait même pas qui est la pharmacie qui gère ce barnum. Enfin voilà, malheureusement, ça a été souvent fait dans des mauvaises conditions. Voilà sur le dépistage. Alors j'ai quelques questions. Alors je suis désolée parce que j'arrive pas à lire et à parler en même temps, donc je vais prendre vos questions un peu comme ça. Donc ça, c'est lieu-de-nom. Après. Donc, oui, alors, j'ai dit J7, parce que j'ai deux questions là-dessus. J'ai dit J7 pour l'isolement. Oui, en fait, c'est J10 pour les personnes cas contact qui ne sont pas vaccinées, mais, qui n'ont pas un schéma vaccinal complet, pardon. Mais la personne peut sortir à J7 si elle a un test négatif, pardon, si elle a un test antigénique négatif. Voilà. Qu'est-ce que le prix de session? Alors, Pierre, s'il te plaît, réponds, comme ça, moi, je regarde les questions en même temps. Alors, le prix de session, quand vous avez un dispositif médical qui est avec un prix limite de vente, je prends des exemples complètement farfelus, n'y voyez rien du tout comme un exemple concret. 5 €. On veut garantir que le pharmacien ne va pas vendre à perte et que le pharmacien va garder une petite marge. Donc, on demande à l'administration de mettre un prix de cession qui est le prix maximum auquel on va pouvoir nous vendre ce dispositif. Si par exemple on a un prix de vente à 5 €, on va demander un prix de cession à 4,80 ou 4,50, etc., de façon à garder une petite marge
et qu'on ne puisse pas avoir un test qui dépasse les 5 euros, si on a l'exemple des tests, euh, pour ne pas que l'on vende à perte. C'est une façon de garantir une certaine marge pour l'officine. Alors, une marge qui peut être limitée quand on est, par exemple, dans le cadre des autotests, mais par exemple, une marge qui peut être un plus conséquente quand on parle de pansement, quand on parle de dispositifs médicaux avec une LPP, où il va y avoir un prix de cession, et ce prix de cession impose à la personne qui nous le vend un prix limite de vente pour le pharmacien. C'est important parce qu'on a été contacté par la DGCCRF il y a quelques jours, enfin une semaine ou 10 jours, je ne sais plus, parce que on a fait remonter que certains fournisseurs, des grossistes en particulier, des laboratoires, nous vendaient parfois des dispositifs médicaux, pansements, collyres ou autres, avec un prix qui était au-delà du prix limite de vente. Donc, ça veut dire que l'on vendait à perte. Et vous nous l'avez fait remonter aussi, et c'est parce que vous nous l'avez fait remonter qu'on a saisi la DGCCRF, et que l'on demande maintenant systématiquement un prix limite de vente, un prix de cession, pour qu'on soit sûr qu'il y ait une marge de garantie et que nous ne vendions pas à perte. Merci. Si la personne non vaccinée, ou en tout cas ne disposant pas d'un schéma vaccinal complet, est testée positivement, est-ce qu'il y a une prise en charge du test? Non, non, pas plus qu'avant. Pas plus qu'avant, voilà, exactement. En fait, il faut vraiment que la personne rentre dans le schéma. Donc, par exemple, si, encore une fois, ce que je vous disais, à son isolement à J7, là, c'est pris en charge, mais sinon, c'est pas pris en charge. La seule chose qui était possible, c'est la personne qui vient en vous disant je suis cas contact, où là, effectivement, le test peut être pris en charge, et qui, devant une surcroît de travail de la CPAM, dit je n'ai pas encore le SMS, mais j'ai été contacté, et bon, ben, on peut éventuellement leur faire remplir une attestation sur l'honneur. C'était la seule dérogation, mais en tout état de cause, attendez le SMS ou le mail disant que la personne est bien cas contact pour faire prendre en charge. Et pour les mineurs aussi, notamment. Et pour les mineurs aussi, oui, tout à fait. Donc, est-ce qu'il y a toujours 30 € pour le contact tracing? Oui. Oui. Ouais, ça a été aussi un problème. Il y a pas eu mal de questions là-dessus. Donc, comment faire avec nos stocks de tests et autotests très importants? Eh bien ça, on a reposé la question. Bénédicte a fait envoyer un mail au ministère il y a quelques jours encore en disant que le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, s'était engagé lors d'une conférence à dire que les tests pouvaient être repris. Et le ministère nous dit que lui n'a pas ces ordres-là pour l'instant, que c'était éventuellement à faire au niveau des Grossistes. grossistes répartiteurs, mais pas au niveau des officinaux. Donc, ce qui est pas juste, hein, puisqu'on a reçu des mails de l'assurance maladie disant commandez-les, stockez-les, faites des stocks, etc. On a joué le jeu, on a tous des stocks plus ou moins importants. Bon, on avait conseillé à l'époque de les commander un peu au fil de l'eau via les grossistes pour éviter ce surstockage. Mais bon, devant l'explosion des demandes en début, certains pharmaciens ont commandé en direct, ont des stocks. Écoutez, on va continuer de relancer pour dire que c'est pas juste. Bon, honnêtement, hein, les tests, c'est fini pour l'instant, mais enfin, moi, je suis pas dupe du tout. Il y aura une sixième, septième, je sais même pas où on en est vague qui devrait arriver. Et je pense qu'on en aura encore besoin. Mais de toute façon, il faut qu'on ait une réponse. Il serait bien qu'on ait une réponse positive par rapport à ça. Alors, pour le cas de la délivrance des autotests en milieu scolaire, si on a un papier spécifiant 3 autotests de l'ancienne procédure, on en délivre quand même désormais un seul autotest. Ben non, on s'en délivrait un seul. Tout à fait, un seul. Et puis le J2, c'est à partir de la date où l'on a connaissance d'être cas contact. Hein. C'est pas quand j'ai été en contact avec la personne, c'est quand vous savez que vous l'avez été. C'est-à-dire que si on vous annonce qu'un samedi vous êtes cas contact, eh bien vous faites le test le dimanche, le lundi, 2 jours après la connaissance de votre cas contact. C'est ça. Parce que si vous avez la connaissance 5 jours après, ben ne dites pas c'est trop tard, je ne peux pas le faire. Non, faites-le à partir du moment où vous avez connaissance que vous avez été cas contact. Pour ce qui est des barnums aussi, bien sûr, ce sont des barnums qui peuvent être rattachés à des pharmacies, mais également à d'autres professionnels de santé. On a vu des barnums aussi qui existaient rattachés à des infirmiers. Alors, cabinets médicaux, j'en ai moins connaissance, mais des infirmiers, ça c'est sûr. Et donc, voilà, les barnums sont une mauvaise image. C'est ce que vous a dit Bénédicte, et il faut absolument lutter contre ça quand ce ne sont pas des barnums qui sont là pour dégager du temps et parce que la pharmacie n'est pas capable de le faire juste à côté. Hein. Je parle des barnums sauvages. Je ne parle pas des barnums que vous avez organisés juste à côté de chez vous, qui là sont totalement légitimes.
bien sûr. Sur la vente des autotests en grande surface, vous avez été nombreux à nous faire remonter que après le 15 février, il y avait encore des autotests en grande surface. Donc oui, on vous confirme que c'est terminé depuis le 15 février. Et si vous voyez qu'il y en a encore, eh ben, vous pouvez faire une alerte sur le site de la DGCCRF qui s'appelle Signal Conso, je crois. Et nous, on a fait remonter aussi ces informations-là au ministère. Et à la DGCCRF aussi, à qui l'on a fait remonter, et à l'ordre. Et il y a eu déjà des contrôles qui ont été faits avec des huissiers. Continuez de nous les faire remonter. Alertez votre syndicat local aussi pour qu'il fasse le job. Et comme l'a dit Bénédicte, surtout, allez bien le signaler sur la DGCRF, sur le site de la DGCRF. Voilà. Alors, juste peut-être cette dernière question, mais je pense qu'on y a répondu. Quid des tests de confort, c'est-à-dire non cas contact et pas de prescription, remboursement ou pas? Si la personne a un schéma vaccinal complet, oui. Ce sera pris en charge dans ce cas-là. On reste dans les mêmes cas, hein. Donc, les 3 ou 4 cas où le test antigénique est pris en charge, c'est patient ayant un pass vaccinal, donc un schéma vaccinal complet. Attention, schéma vaccinal complet avec la 3e dose à jour, hein. C'est Le pas rappel. le rappel, excusez-moi. Oui, le rappel à jour. C'est le cas où il y a une ordonnance, le cas contact et le cas des mineurs, où ça reste pris en charge. Ok, ben je pense C'est bon. que ouais, après les autres, je vais y répondre à l'écrit. Vas-y, vas-y. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier tous de l'investissement que vous avez eu et que vous avez déployé, quitte à vous mettre parfois en limite de votre organisation avec votre personnel pour assurer ces tests, pour assurer ces vaccinations, pour tenir la barre durant la crise. Et ça, croyez bien qu'on a marqué les esprits, d'une part au niveau ministère, et en tout cas, moi, j'en tire une grande fierté de la profession que je représente. Au niveau du syndicat, on a voulu être le plus proche de vous en vous communiquant toutes les évolutions des doctrines qui ont eu lieu régulièrement. Et vous savez que parfois elles évoluent très vite, puisque je crois qu'on doit être à un certain nombre de DGS urgents en l'espace de 2 mois, et c'est presque un tous les 2 jours ou tous les 3 jours, donc c'est énorme. On a eu une volonté d'informer tous les pharmaciens, qu'ils soient adhérents ou non, pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions, avoir les informations pratiquement en temps réel, hein. Regardez les dernières fiches sur la vaccination. Quand les doctrines arrivaient, vous aviez les fiches dans les demi-journées ou dans la journée qui suivait. Et c'était un énorme travail. Vous ne vous rendez pas compte, c'est un énorme travail de la part de Sylvie, de Bénédicte, de Guillaume et des gens qui relisent des fiches. On a fait tout ça pour essayer de vous porter le plus possible, de vous apporter le plus possible d'informations pour que vous puissiez vous concentrer sur votre travail et ne pas avoir à rechercher, à compiler, à comprendre tout ce qui arrivait. Que ce soit en fiches pratiques qui vous ont été envoyées, mises sur les sites, les visios comme ce matin. Voilà, on a voulu faire ça pour tout le monde, l'ouvrir à tout le monde, à tous les pharmaciens. Maintenant, si vous avez été content du boulot qu'on a fait, eh ben, écoutez, le meilleur moyen que vous avez de nous remercier, c'est d'adhérer à l'USPO, parce que nous ne faisons pas ça voilà, avec voilà, il nous faut des cotisations pour continuer de travailler et de vous apporter un maximum de choses. Donc, merci et adhérez à l'USPO, s'il vous plaît. Maintenant, on va faire un petit point, mais qui va être un grand point, sur la convention. Donc, vous savez que la convention, je vous rappelle pas tout, on en a parlé à plusieurs reprises, mais pourquoi l'USPO a donné son accord pour signer la convention, conformément d'ailleurs à la décision du conseil d'administration, hein. Et le conseil d'administration a aussi demandé que le texte de la convention soit amélioré. Donc, pourquoi? Déjà, tout d'abord, pour sortir de l'impasse dans laquelle la profession était placée au moment de la décision unilatérale de dénoncer la tacite reconduction. Vous savez que cette dénonciation de la tacite reconduction a eu lieu en juin 2022, non, 2021, pardon. Et on part pour 6 mois de négociations qui peuvent être renouvelés 6 mois encore pendant 6 mois. Et si au bout des 1 an, on n'a pas réussi à se mettre d'accord, on a un règlement arbitral, c'est-à-dire qu'un arbitre qui a été nommé comme étant, qui est un ancien du HCAM, une ancienne, pardon, du HCAM, est capable de dire, ben voilà, moi le curseur je le mets là et c'est moi l'arbitre. Donc voilà, il n'y a plus de discussion. On ne voulait pas en arriver jusque-là. Et puis on se retrouvait aussi dans une situation qui était compliquée, puisqu'on se retrouvait en plein dans l'élection présidentielle, avec un gouvernement qui ne serait plus apte à signer quoi que ce soit à partir d'une certaine date, puisqu'il n'est plus
là pour gouverner, mais il est en campagne électorale. Même si la campagne démarre tardivement, c'était ce risque-là. Et puis aussi, et ça vous en avez bien conscience, on allait sortir de la période du quoi qu'il en coûte pour aller vers la période du qui va payer l'addition. Donc tout ça était une décision, était une situation qui était compliquée. Donc pourquoi est-ce qu'on a décidé de signer? Pour sortir la profession de cet enlisement dans lequel elle était depuis le mois de juin. De cet enlisement qu'empêche la profession d'avancer et qui a eu une double conséquence, donc pas d'évolution métier pendant presque un an, et puis aussi de nous mettre dans une situation de faiblesse pour la négociation. Parce que l'assurance maladie sait très bien que si nous ne signons pas, nous n'avançons pas, et que quelque part, on est obligé de signer. Enfin, on n'est pas obligé, mais quelque part, il faut qu'on signe pour continuer d'avancer. Malgré tout, dans cette convention, il y a eu des avancées importantes, essentiellement sur le plan métier, et que l'on retrouve comme étant l'ADN de l'USPO et que l'on a porté durant les élections URPS. Ces avancées sont des avancées que vous vouliez, qui remontaient de toutes les réunions que j'ai pu faire, et qui ont été un élargissement des compétences des pharmaciens. Premièrement, première chose, c'est la vaccination. C'est ce que les pharmaciens demandaient, avec un élargissement des compétences de vaccination. Donc, vous savez, suite à la VIHAS, ça va être tous les vaccins, sauf à virus vivant, et pour les gens, et pour les personnes qui ont plus de 16 ans. Aujourd'hui, c'est le cas. Avec une revalorisation, aujourd'hui qui est à 6,30, hein, l'injection, qui va passer à 7,50 quand nous aurons une prescription, et 9,60 quand le pharmacien sera prescripteur de l'injection. Donc, autrement dit, si le médecin vous fait une ordonnance avec merci d'injecter un vaccin, un Génévac, eh bien, vous facturerez 7,50. Si par contre, vous voyez votre patient et que vous arriviez à le repérer, à le convaincre d'injecter le Génévac, vous facturerez 9,60. On va continuer encore la bagarre par rapport à ce texte pour le faire étendre parce qu'on voudrait en particulier qu'il y ait les enfants, les jeunes à partir de 11 ans. Pourquoi 11 ans? Tout simplement pour y inclure la vaccination anti-HPV. Dans le cadre du cancer du col de l'utérus et d'autres cancers, il est important de vacciner les jeunes le plus tôt possible. Et le plus tôt possible, ce n'est pas 16 ans dans ce cas-là, c'est dès 11 ans. Et d'autres pays le font à partir de 9 ans. Donc vous voyez, même déjà quand on va faire 11 ans, on sera déjà légèrement en retard par rapport à d'autres pays européens. Cette vaccination est importante parce que dans certains pays, comme l'Australie, on a carrément éradiqué le cancer du col de l'utérus grâce à cette vaccination-là. Donc, il faut la développer. Il faut y mettre un gros coup d'accélérateur. Donc, nous allons demander à ce que l'HAS revoie la copie par rapport aux jeunes et de nous autoriser à vacciner à partir de 11 ans. Ce qui est dans l'absolu complètement possible à faire, puisque vous voyez que cette année, que maintenant, on vaccine avec la Covid dès 5 ans. Donc, ça ne pose pas de souci particulier. Premier point. Deuxième point, au niveau du dépistage, nous avons mis un gros coup d'accélération par rapport au dépistage, en particulier des infections urinaires, où nous allons pouvoir faire une bandelette urinaire aux patientes, aux jeunes femmes qui ont des symptômes d'infection urinaire avec un schéma particulier. Et puis, pour l'instant, ça s'arrêtera là. Ça s'arrêtera là. Mais on a écrit dans la convention, parce que l'assurance maladie le porte avec nous, qu'il fallait modifier le réglementaire pour que nous puissions aller jusqu'à la dispensation du Monuril pour prendre en charge complètement la patiente, d'aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est possible de le faire, mais dans le cadre d'un exercice coordonné seulement. Mais c'est pas assez bien. Il faut qu'on aille jusqu'au bout et pouvoir le donner à toutes les jeunes femmes qui font une infection urinaire. Donc ça, c'est écrit dans la convention qu'il faut qu'on aille jusque-là, mais il faut modifier le réglementaire. Le dépistage du cancer colorectal, c'était un sujet sur lequel on avait beaucoup travaillé avant le mois de juin et qui devait voir le jour très vite. Le fait d'avoir dénoncé la tacite reconduction fait que nous n'avons pas pu le faire, mais maintenant, ça y est, la convention va être remise sur des rails, va remettre la profession sur des rails, donc le dépistage du cancer colorectal va être relancé, va aboutir maintenant. On va relancer aussi les d'angine avec le même objectif que les infections urinaires, c'est-à-dire aller jusqu'à la dispensation de l'antibiotique. Aujourd'hui, quand on a une angine qui est bactérienne, l'antibiothérapie est simple, hein, c'est de l'amoxicilline à raison de 3 grammes par jour. Il n'y a rien de compliqué, c'est un schéma qui est un peu plus simple, donc on doit pouvoir aller jusque-là. L'assurance maladie, honnêtement, le porte avec nous, c'est ça. Vous avez vu aussi qu'il va y avoir une grosse modernisation du numérique en santé, hein, avec le Ségur du numérique, qui était une somme d'argent considérable mise par l'État, c'est 2 milliards d'euros, pour développer toutes les professionnels de santé.
Et nous avons, nous, vu avec les éditeurs de logiciels pour être précisément sur l'évolution des métiers, du métier. C'est-à-dire que nos logiciels étaient des logiciels qui permettaient la gestion de l'officine, avec de la commande, avec du tiers payant, la gestion du tiers payant, etc. Mais l'évolution métier n'était pas forcément toujours bien intégrée à nos LGO. Et nous avons demandé à ce que ce soit intégré dedans, à ce que le DMP puisse être vu facilement, à ce que nous puissions aller remplir l'espace numérique en santé des patients facilement, et que nous puissions aussi nous mettre en relation avec les autres professionnels de santé. Il était remonté aussi des réunions que j'avais faites en région, qu'il était important pour certains pharmaciens qu'il y ait une rémunération pour une démarche qualité. Et donc là, on va avoir une démarche qualité qui est proposée par l'ordre ou que vous pouvez faire ailleurs. Ce n'est pas une obligation de la faire avec l'ordre, mais si vous voulez faire, parce que votre groupement propose une démarche qualité, il n'y a aucun souci, vous pouvez la faire. Mais dès lors que l'on va rentrer dans une démarche qualité, on va être incité à rentrer dedans, à faire une auto-évaluation et à développer la démarche qualité. Nous allons avoir de l'argent pour permettre cette intégration de la démarche qualité. Et qui va être aussi intégré aussi à une démarche écologique globale dans nos entreprises. Hein, voilà, c'était un volet écologique qui a été rajouté par l'assurance maladie, qui pour l'instant est en devenir, mais qui va avoir tendance à grossir. Et aujourd'hui, on ne peut pas être contre cette démarche écologique. Un point important dans cette convention, c'est qu'il n'a pas été remis en question l'avenant 11, qui a été signé par l'USPO et par l'USPO seul, l'avenant 11. La réforme du modèle économique qui a été engagée en 2017 par l'USPO et la désensibilisation qu'on avait par rapport au prix et au volume du médicament va rester. Et on a vu toute sa puissance de cet avenant 11 au cours de la crise sanitaire, parce que la crise sanitaire a bien sûr, avec les nouvelles activités, fait des rémunérations à côté de la rémunération sur le mode de rémunération de la dispensation des médicaments, les tests, la vaccination. Mais on se rend compte que l'avenant 11 a protégé l'économie de l'officine. L'avenant 11 a permis que malgré la crise, l'économie tienne la route, tienne bon. Donc cet avenant 11 n'a pas été réformé. Alors au départ, l'assurance maladie a voulu le réformer. A voulu le réformer en diminuant la marge que l'on avait sur les médicaments chers. Donc cette marge qui est capée aujourd'hui à 99 €, passée à 45, et en mettant l'argent sur deux honoraires, l'honoraire à l'ordonnance et l'honoraire des ordonnances de 5 lignes et plus, et diminuer un tout petit peu le 1 € à la boîte. Alors, nous, ça ne nous allait pas, parce que ça ne nous allait pas pour plusieurs raisons. La première raison, qui est la raison économique, c'est qu'aujourd'hui, les médicaments chers sont une source de... Alors, c'est certes une marge qui est capée, mais par contre, on voit qu'avec la sortie hospitalière, ces médicaments augmentent. Et ces médicaments, du coup apportent de l'argent dans l'économie d'officine. Donc, on n'enlève pas de l'argent là où on a des choses qui en rapportent. Et puis, deuxièmement, les ordonnances de 5 lignes et plus, on voit que tant sur le fond que sur le nombre, c'est pas une bonne chose. Sur le nombre, ces ordonnances ont tendance à baisser. Donc, on ne met pas de l'argent là où les ordonnances baissent. On ne met pas de l'argent sur quelque chose qui a tendance à être en déflation. Et puis aussi, sur le message à envoyer, le message c'était on revalorise les ordonnances de 5 lignes et plus. S'il vous plaît, monsieur le docteur, mettez-moi plus de médicaments que je gagne un peu plus d'argent. Ce n'était pas un bon signal à envoyer. Aujourd'hui, où on est plutôt dans une dispensation adaptée et dans le bon usage du médicament, ce n'était pas le bon signal. Et puis surtout, cet avenant que voulait l'assurance maladie faisait qu'il y avait un peu plus de 27% des pharmaciens qui perdaient de l'argent par rapport à ce nouveau mode de rémunération. Juste pour votre information, quand l'avenant 11 a été signé, c'était 200 pharmacies qui ont perdu. Là, c'était 27%. Donc 27-28% des 21 000 pharmacies, vous voyez que ce n'est pas du tout le même nombre. Donc il n'était pas question pour l'USPO, et la FSPF a rejoint l'USPO dans cette décision, il n'était pas question d'entériner ce changement de mode de rémunération qui était pour nous vraiment négatif à tout niveau. Le fait que la FSPF signe cette nouvelle convention va entériner l'avenant 11, puisque l'avenant 11 est complètement intégré dans cette convention. C'est une façon de dire, bah oui, l'avenant 11 était un bon avenant. Dans les choses qui sont maintenues, on a maintenu l'outil de dispensation adaptée, qui est donc une évolution du bon usage du médicament, hein, qui a été uniquement initié par l'USPO. Et deuxièmement, nous allons développer aussi, alors essentiellement avec la e-prescription, les interventions pharmaceutiques. La dispensation adaptée, c'est la première intervention pharmaceutique. La première intervention du pharmacien pour être topée
qui va être topée, parce que ce n'est pas la première que nous faisons, mais c'est la première qui est topée pour l'assurance maladie et qui montre l'action du pharmacien dans le bon usage du médicament. Et puis, une toute dernière chose qui va être mise en place de façon très rapide, c'est un accompagnement de la femme enceinte sous la forme d'un entretien très court qui va durer 5 minutes au comptoir où nous allons rappeler aux futures mamans le danger de prendre certains médicaments, en particulier aux différents stades de la grossesse. Nous allons lui remettre un flyer et lui envoyer ce flyer sur son espace numérique en santé. Et tout ça va faire un entretien très court. Et nous demandons qu'il y ait un autre entretien qui puisse naître de cet entretien, un entretien plus long, si on se rend compte qu'il y a des soucis durant la grossesse ou une grossesse à risque. Ça, c'était les points qui vont bien. Vous voyez un élargissement conséquent de notre panel d'action et de notre métier. Il y a eu des points qui étaient plus des points de déception ou de semi-échec, on va dire. Nous avions demandé une revalorisation des gardes et des astreintes. Donc, nous avions demandé une revalorisation des astreintes à hauteur de 30 € en 2 fois, donc passer de 190 à 220 puis à 250. Là, c'était dès le début une fin de non-recevoir. Et puis aussi, demander aussi la revalorisation des honoraires de garde sur chaque ordonnance, passer de 5 à 8 € et de 8 à 11 €. Pareil, ça n'a pas été retenu pour l'instant. L'autre point sur lequel on s'est beaucoup battu, y compris tout récemment encore avec le ministère, c'est la dispensation à domicile, qui est un vrai besoin pour les patients. On l'a vu durant la crise sanitaire, quand il a fallu aller dispenser à domicile. Attention, dispenser, c'est pas livrer, c'est pas envoyer la poste ou la Croix-Rouge. C'est quelqu'un de la pharmacie qui est apte à dispenser au comptoir, donc pharmacien, préparateur et étudiant, va au domicile du patient pour faire une dispensation à domicile. Donc ça avait été promis par l'ancien directeur, par Nicolas Revel, lors d'un webinaire d'un dimanche, je me souviens bien. Donc voilà, l'assurance maladie l'a intégré, mais en limitant aux patients qui sont avec Prado. Prado, c'est la sortie hospitalière. Donc certaines sorties hospitalières. Et puis, deuxièmement, en limitant la dispensation à 2,50 € pour aller à domicile. On a essayé de se battre pour augmenter. Ça a été aussi là une fin de non-recevoir. Mais par contre, on l'a fait noter comme étant un point de revoyure dans la prochaine évolution de la convention pour voir comment on pouvait le faire modifier. Et là, je vous dis, hein, c'est de la dispensation. C'est pas préféré, c'est pas une livraison, c'est pas la Poste, c'est pas Uber, c'est pas la Croix-Rouge, c'est le pharmacie. Et quand je dis la pharmacie, c'est la pharmacie. Il n'est pas question de sous-traiter cette dispensation à un autre pharmacien. C'est la pharmacie qui voit son patient. La ROSP générique, vous savez qu'on n'a plus de ROSP générique du fait de la dénonciation de l'opposition à la tacite reconduction pour cette année. Donc n'attendez pas dans 3 semaines, un mois, votre ROSP générique. Cette année, vous n'en aurez pas. Il a fallu qu'on la renégocie. Et à cause de l'article 66, souvenez-vous, hein, l'USPO s'était beaucoup indigné contre cet article 66, avait beaucoup râlé par le fait que, après 2 ans, nous étions obligés de dispenser des génériques parce que sinon le patient allait payer. Eh bien, nous avons réussi à remettre une ROSP générique durant les 2 premières années de la vie du générique, donc pendant le temps où l'article 66 ne s'applique pas, et cette ROSP est capée à 10 millions € par an. Donc 10 millions € pour l'économie et en gros à peu près la même somme pour la stabilité des traitements. Hein, donc voilà, donc ça c'est ce qui va arriver durant à partir de l'année prochaine, une nouvelle ROSP générique, mais qui va être beaucoup moins importante que la dernière. Les biosimilaires. Vous savez que les biosimilaires, on a obtenu le droit de substitution dans le dernier PLFSS, mais on a limité l'action de substitution des pharmaciens à 2 molécules. 2 molécules qui ne sont pas des molécules simples à substituer, c'est un facteur de croissance qui est le Neulasta, et puis aussi l'hormone de croissance, la somatropine. Nous avons réussi à obtenir qu'il y ait une égalisation des marges entre le biosimilaire et son médicament de référence, et ça, ce n'était pas gagné du tout. Et nous demandons aujourd'hui à ce que cette égalité de marge se fasse aussi sur la liste des biosimilaires prescrits par les médecins. C'est-à-dire, il doit y avoir, alors il y a 6 molécules, je ne les ai plus en tête les 6, mais il doit y avoir le Lovenox, l'Alantus, l'Humira, enfin bref, des molécules qui par contre là sont beaucoup plus simples à substituer. Par contre, nous avons demandé aussi, et c'est en train d'être obtenu, un élargissement aussi d'égalité de marge au niveau des hybrides. En sachant que les biosimilaires, l'égalité de marge des biosimilaires et l'égalité de marge des hybrides, c'est un arrêté ministériel, c'est un arrêté de marge.
Donc ça va arriver dans un deuxième temps. Ce n'est pas la convention elle-même. Nous avons réussi de l'obtenir par le biais de la convention, mais ça doit être concrétisé par un arrêté de marge. Le pharmacien correspondant, une bagarre de l'USPO depuis 11 ans, 12 ans, vient d'être mis dans la convention, mais limité à certaines zones du territoire. Et là, c'est pareil, c'est quelque chose que je ne comprends pas personnellement. Le pharmacien correspondant, c'est un outil de coordination entre professionnels de santé, en particulier un médecin et un pharmacien, autour du patient. Et l'assurance maladie veut développer le pharmacien correspondant dans les zones sous-denses, donc dans les zones où il n'y a pas de médecin. Donc ça va être dur de se coordonner avec dans des zones où il n'y a déjà plus de médecins. Et le pharmacien correspondant a été fait pour éviter les déserts médicaux. Donc c'est dommage de les mettre là où il y aura des déserts médicaux. Donc là, nous avons demandé à l'assurance maladie et au ministère de revoir tout de suite la copie et de l'étendre à tout le territoire. Aujourd'hui, l'état d'esprit dans lequel le pharmacien correspondant a été fait est vraiment de faire de la coordination là où il y en a besoin autour du patient pour libérer du temps médical et pas pour empêcher. Ça ne fera pas revenir des médecins dans les zones où il y a déjà plus de médecins. Un autre point qui nous pose souci aussi, c'est les grands conditionnements. Vous avez vu que, alors, je vous fais un petit rappel. Les grands conditionnements, certains grands conditionnements avaient un honoraire qui était un honoraire à la boîte de 2,70 €. Alors, si je vous rappelle pourquoi les 2,70 €, c'est 3 fois 1 €, parce que l'honoraire à la boîte mensuelle, c'est 1 €. Donc, 3 fois 1 €, ça fait 3 €. Et comme il y avait une décote de prix de 10%, on avait fait une décote des 3 € pour faire les 2,70 €. Suite à un procès qui a été fait par la FSPF au Conseil d'État, la liste a été cassée parce qu'il n'était pas juste d'avoir certains médicaments et pas d'autres. Par exemple, vous preniez le Levothyrox. Le Levothyrox ne bénéficiait pas de cet honoraire. Certains colliers non plus, le Permixon non plus, etc. La proposition initiale du gouvernement, de l'assurance maladie, pardon, était de dire on remet les grands conditionnements avec toutes les molécules en mettant un tarif d'honoraire de grand conditionnement à 2,55 €. Donc nous, on a dit non, ça ne va pas. 2,55 € c'est trop peu. On demande 3 €. Et puis, ils sont revenus vers nous en disant, finalement, on va vous donner 2,70 € sur l'ensemble des grands conditionnements en excluant les pilules contraceptives. Quand j'ai posé la question de pourquoi l'exclusion des pilules contraceptives, on m'a répondu, les pilules contraceptives trimestrielles existaient avant la loi sur les grands conditionnements, donc c'est pour ça qu'on les a exclues. Quand on a réfléchi un petit peu, et quand on a fait avec Guillaume, qui s'occupe de l'économie, et qu'on a regardé un petit peu le périmètre, on s'est rendu compte que 2,70 € sur l'ensemble des grands conditionnements avec exclusion des pilules revenait à la même somme que 2,55 € sur l'ensemble des grands conditionnements. Donc, on a habillé les grands conditionnements pour faire plaisir à certains, mais quelque part, la somme d'argent est rigoureusement la même. Donc, pour nous, ça ne suffit pas, il faut qu'on revienne là-dessus. Dans cette convention, il y a un carton rouge, un texte qui est pour nous complètement inentendable. L'assurance maladie veut, et ça c'est à juste titre, que l'on sécurise la dispensation des médicaments chers. Les médicaments chers pour l'assurance maladie, c'était dans un premier temps les médicaments de plus de 200 €, prix de vente, mis à plus de 300 €. L'assurance maladie voulait que, si on avait une prescription d'un médicament cher, nous puissions aller voir sur l'espace santé numérique du patient pour voir s'il avait vraiment vu le médecin. Si on n'avait pas de renseignements sur l'espace santé numérique, que nous allions appeler le médecin pour qu'il confirme qu'il avait bien vu ce patient. Dans la pratique, ça c'est joli, mais dans la pratique, c'est irréalisable. Irréalisable pourquoi? Déjà, l'espace santé numérique du patient, le patient qu'on n'a pas, ça va poser souci. Deuxièmement, si le médecin ne va pas mettre le compte-rendu de sa visite, ce sera quand il y aura eu le remboursement de la visite qu'il va y avoir enrichissement de l'espace santé numérique. Vous savez bien, vous voyez bien quand vous télétransmettez et que vous êtes payé 5, 6, 7 jours après, que l'espace santé numérique du patient, il ne peut pas être enregistré, il ne peut pas être complété avant ce même délai. Donc pendant 7 jours, on n'a pas accès. Appeler un médecin, alors quand c'est notre médecin généraliste, on va lui casser les pieds, mais on peut déjà le joindre. Quand ça va être un médecin hospitalier, et pour les médicaments chers, on a quand même une majorité de prescriptions qui sont des prescriptions hospitalières, et bien là, je mets au défi n'importe qui de pouvoir joindre le médecin. Ce qui fait qu'on allait mettre le patient en souffrance, et puis aussi le pharmacien, parce qu'il allait passer énormément de temps pour quelque chose qu'il ne pouvait pas faire. La première réponse de l'assurance maladie, ça a été, si vous ne voulez pas du texte, vous ne signerez pas la convention. Les associations de patients
ont eu vent de ce texte-là et se sont indignés, et à ce, à juste titre, hein, parce que c'était vraiment quelque chose qui était pour eux inentendable. Donc aujourd'hui, ce texte doit être réécrit. Moi, depuis mardi dernier, on me dit, toutes les demi-journées, vous allez recevoir le texte, mardi soir, mercredi matin, etc. Au jour d'aujourd'hui, je ne l'ai pas, ce texte-là, donc je ne peux pas vous en parler. Mais par contre, oui, Bénédicte? En fait, on a reçu une modification ce matin. Donc, Ah, il y a eu. Voilà. bon, bah voilà, Donc, excusez-nous, non, non, mais vous bien l'avez en dire que, direct. en fait, la modification va vraiment dans notre sens et permet. Euh, alors, l'intention reste de, comme le disait Pierre, de lutter contre la fraude et ça, on y était totalement favorable. En revanche, les modalités feront l'objet d'un consensus, enfin d'une réunion en tout cas, entre les différents acteurs, notamment les pharmaciens, les patients et les médecins hospitaliers ou non. Et donc ça, je pense que c'est ce que tu attendais, et enfin c'est ce que l'USPO attendait, et c'est ce que l'USPO a souhaité. Donc je te laisse commenter peut-être là-dessus. Merci, merci beaucoup. Donc, ouais, vous l'apprenez en direct. Voilà. Alors, moi, je l'attends depuis mardi dernier. On vient de le recevoir. Donc, c'est bien. Ça va être remis en intention. Il faut lutter contre la fraude parce qu'il n'est pas question que des médicaments onéreux partent dans différents pays pour faire du commerce parallèle. Mais et il est important. C'est notre argent, hein, l'argent de l'assurance maladie, que nous aidions à cette lutte contre la fraude, mais pas au détriment des pharmaciens et pas au détriment et surtout pas avec un risque d'indu conséquent pour nous. Voilà. Ça fait partie de notre carton rouge. Vous voyez, on a sifflé la fin de la partie sur ce domaine-là. La convention qui va être signée, c'est un point de départ. C'est pas quelque chose de définitif. Il va y avoir une suite. La signature, elle va être très probablement faite aussi par la FSPF, puisque son président a annoncé dans la presse à plusieurs reprises qu'il la signerait. Euh, Voilà, donc ça fait 15 jours qu'on a les textes qui arrivent, qu'on les modifie, qu'on les amende, qu'on dit attention, faites attention, la rédaction n'est pas correcte, elle est ambiguë, etc. On a eu une séance de relecture non, il y a 10 jours, donc voilà, les textes sont connus et ça avance comme ça. Et la FSPF a dit de toute façon qu'elle la signerait, donc on aura les deux signatures des deux syndicats. Mais cette convention, c'est une première étape d'évolution. Remettre la pharmacie sur des rails et remettre la pharmacie prête à relever les défis qui vont arriver. Vous savez, juste une chose, euh, quand le président de la République actuelle a fait Ma Santé 2022, il a dit, je donne les clés de la coordination aux professionnels de territoire, à vous d'organiser. Et on se rend compte aujourd'hui que l'état de la santé en France est moins bon aujourd'hui qu'en 2022. La crise Covid sûrement aidant, mais l'état de la santé n'est pas bon. Et tous les candidats à l'élection présidentielle reprennent dans leur programme une amélioration de la santé en France, de l'accès aux soins en France. Donc je pense que tout de suite après les élections, quel que soit le président, il va y avoir une loi santé qui arrive. Et si une profession est déjà prête, est déjà dans les starting blocks, est déjà sur des rails pour répondre prêt et assumer son rôle dans la santé, elle sera plus forte. Donc c'est important que cette convention soit signée et que cette convention dise les pharmaciens sont en capacité de faire. Et nous avons aussi demandé à ce qu'il y ait un point d'étape de cette convention dans une grosse année, c'était 2023-2024, pour faire le point sur tous les textes et voir comment on va les faire évoluer. C'est important parce qu'aujourd'hui, on sort de la crise Covid, qui a complètement désorganisé tout, et qui a aussi désorganisé d'un point de vue économique le système pharmaceutique, puisque certains pharmaciens se sont engagés beaucoup dans la prévention, le dépistage, ont donc gagné de l'argent. Il y a eu un surcoût pour l'assurance maladie. Alors l'assurance maladie ne regarde ça que sur le prisme de la dépense. Nous, on leur dit, mais faites attention parce que la profession s'est mise en carafe, la profession s'est investie énormément, la profession a eu des charges énormes, d'embauche, d'heures sup, etc. pour faire ça. Et ça n'est pas qu'en ne regardant ça que par le biais de la dépense que vous serez juste. Mais n'empêche qu'on se rend compte aujourd'hui que la crise a bouleversé un peu la situation économique de l'officine. Donc il est difficile aujourd'hui de dire on va extrapoler la situation économique de l'officine de dans 5 ans en partant de celle d'aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une stabilisation. C'est pour ça qu'on se donne rendez-vous dans 1 an et demi, en espérant que pendant 1 an et demi, la situation se stabilise pour qu'on puisse avoir des simulations qui soient plus justes. D'autres choses vont naître aussi
de cette prochaine étape de la convention avec de nouveaux accompagnements, comme le diabète, le renforcement toujours de la prévention et du dépistage pour certaines pathologies, la maladie cardiovasculaire, les maladies transmissibles avec le dépistage de l'hépatite C, du VIH, et puis aussi trois choses qui ont été rajoutées, donc un entretien femme enceinte, ça c'est ce que l'USPO avait demandé, un entretien sur l'ostéoporose, c'est la FSPF qui était à l'origine de cette demande-là, et une autre demande qui a été faite par l'USPO, c'est le dépistage de la DMLA. Comme ça a été fait dans certaines régions URPS où il a été fait un dépistage et nous avons été rémunérés pour faire ce dépistage. Donc, vous voyez, la convention ne fiche pas les choses. La convention nous permet d'avancer. En fait, signer la convention, c'est permettre à la profession de pouvoir continuer d'avancer, c'est permettre à la profession de pouvoir continuer d'évoluer. Et à l'USPO, vous savez que c'est toujours quelque chose d'important pour nous que de prévoir l'évolution du métier, que d'anticiper cette évolution du métier, d'avoir toujours un ou deux coups d'avance. Concrètement, on a eu de nouvelles activités qui ont généré une croissance supplémentaire pour la pharmacie durant cette crise Covid. Eh bien, cette crise Covid, elle a fait que mettre en lumière ce que nous disions de la convention. La convention, elle est avec une rémunération pour l'entracte de dispensation qui se doit être relativement pérenne. C'était l'objet de l'avenant 11, qui a été ratifié et qui va être intégré dans la nouvelle convention. Et si on veut avoir de la croissance, il faut qu'on aille la chercher sur de nouvelles activités. C'est ce qui s'est passé durant cette crise Covid. Les pharmacies qui ont joué le jeu et qui ont fait de la vaccination et du dépistage ont eu une croissance. Celles qui ne l'ont pas fait, n'en ont pas eu. En tout cas, pas eu autant. Donc, bien sûr, dans les nouvelles activités, il y a les tests antigéniques, la vaccination, qui pour l'instant vont diminuer, mais qui peuvent éventuellement revenir. Vous avez su organiser votre pharmacie pour proposer ces services. Et maintenant, il faut continuer de vous organiser pour proposer de nouvelles missions. La vaccination qui va arriver, d'autres dépistages qui vont arriver, mais également penser à des choses qui sont très perçues positivement par nos patients, qui sont les accompagnements. Les accompagnements qui sont faits par le biais des entretiens asthme, AVK, AOD, les entretiens de chimiothérapie orale anticancéreuse et bien sûr des bilans partagés de médication. C'est de l'argent qui rentre pour un travail qui est conséquent et qui rentre net. C'est directement dans la marge. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on va avoir des dépenses. Et nous avons aussi, nous, comme mission, de simplifier ces accompagnements pour les rendre peut-être un peu plus accessibles au comptoir, un peu plus accessibles à tous les pharmaciens. Voilà. Mais tous ceux qui l'ont fait vous disent que ça apporte un vrai plus dans la relation qu'on a avec le patient. Tous ces bilans, ces accompagnements, c'est une autre façon de voir le traitement. Ce n'est plus vous, pharmacien, qui expliquez le traitement au patient, c'est le patient qui vous raconte sa vie avec son traitement. Et ça change complètement le regard des choses. Voilà. Ce sera toujours une rémunération complémentaire. Et c'est comme ça que nous l'avons voulu. C'est comme ça que nous avons tricoté l'avenant 11 avec Nicolas Revel, qui était, vous voulez gagner plus, vous voulez avoir de nouveaux modes de rémunération, et bien vous allez les chercher dans de nouvelles missions. Et vous savez, c'est quelque chose qui est non négligeable pour les pharmaciens. Bénédicte, est-ce qu'on a des questions sur la convention? Oui. Alors, je pense peut-être qu'il faudrait aussi préciser, alors peut-être que tu l'as dit, mais j'étais peut-être en train de lire les questions, mais préciser que une fois qu'elle sera signée, la convention, enfin certaines missions ne vont pas s'appliquer immédiatement, parce que j'ai notamment des questions sur le fait que est-ce que c'est possible déjà dès à présent de vacciner pour les autres vaccins? Alors non. Alors pour les autres vaccins, alors non, ça c'est pas possible. Alors je vais vous répondre en deux temps. Pour les autres vaccins, il y a un avis de l'HAS. On a écrit dans la convention que c'était possible. Il va falloir qu'il y ait un arrêté nous autorisant à le faire. Tant que cet arrêté n'est pas fait, on ne peut pas le faire. Mais par contre, ça va pouvoir être fait dès lors que l'arrêté est pris. Pour d'autres missions, comme le dépistage du cancer colorectal, si on demandait une rémunération immédiatement, alors attention, je ne vous ai pas dit qu'on n'allait pas être payé, mais si on demandait une rémunération à l'acte immédiatement, il fallait un delta de 6 mois. C'est la loi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la convention est signée, entérinée par l'ordre, les ministres, et publiée au JO, il faut 6 mois pour qu'elle s'applique. Eh bien, nous avons, nous, la première année, par exemple, pour le dépistage du cancer colorectal, demandé à ce que la rémunération soit faite sous forme de ROSP. Ne braillez pas, c'est pas le but de renforcer les ROSP, c'était le but d'obtenir de l'argent pendant un an pour quelque chose que nous allions faire tout de suite. Et après, au bout d'un an, le mécanisme de paiement
du dépistage du cancer colorectal sera un mécanisme à double flux. Premier flux, c'est à l'acte. Donc, quand nous allons remettre le kit au patient, nous allons être payés à l'acte. Et ensuite, il y aura une rémunération qui sera plus tard, toujours sous la forme de ROSP, si le patient fait bien son dépistage. Mais l'acte étant la majeure partie du remboursement. Donc, il y a des choses qui vont se mettre en place immédiatement parce que c'est possible. Et puis, il y a des choses qui vont se mettre en place avec un delta de temps parce que, voilà, on attend encore des bouts de texte réglementaires. De toute façon, pour l'instant, on attend la signature officielle de la convention et tous les adhérents de l'USPO bénéficieront de fiches pratiques explicatives pour toutes ces nouvelles missions, comment les faire, comment elles seront rémunérées, etc., etc. Donc on vous donnera toutes les informations en temps voulu. Pareil sur la compréhension générale de la convention, peut-être aussi, c'est sur les formations. Est-ce qu'il y aura besoin de faire une formation? Alors, il y a des questions spécifiques sur les vaccins et sur les entretiens, par exemple, anticancéreux oraux, mais je pense que de manière plus générale, sur l'ensemble des missions, est-ce qu'il y aura une formation obligatoire sur toutes les missions? Alors, au départ, ça a été demandé comme ça par l'assurance maladie. On s'est élevé contre ça en disant non, pas besoin d'une formation pour la vaccination de l'hépatite, pas besoin de la vaccination. Il faut une formation sur la vaccination. Donc, le pharmacien qui va être formé sur la vaccination grippe aura le droit de vacciner sans aucun problème, comme on l'a fait pour la vaccination Covid. Par contre, celui qui n'aura pas été formé devra se former. Il y a des formations qui sont prévues dans les textes, et ça, ce sont des textes réglementaires au-delà de la convention. Par exemple, si on reprend le cancer colorectal, dans le cahier des charges du dépistage du cancer colorectal, les professionnels de santé doivent se former. Mais que ce soit les médecins, les infirmiers ou les pharmaciens, ils doivent se former. Et ils doivent être formés par des structures particulières. Donc ça, on va se rapprocher des URPS pour que les URPS puissent proposer aux pharmaciens ces formations-là. Après, ça peut être un groupement, ça peut être autre chose, mais il y aura des formations. Pour la femme enceinte, il n'y a pas besoin de formation. Voilà, donc ça va je ne peux pas vous faire une réponse générale. Comme l'a dit Bénédicte, vous aurez dans les fiches pratiques à destination des pharmaciens adhérents de l'USPO les renseignements sur ce que vous devez faire au préalable, si vous devez avoir un local particulier, si vous devez avoir une formation particulière, etc. Et vous aurez tous ces éléments-là. Et nous poussons aussi pour que certaines formations soient faites par nos pairs, c'est-à-dire refaire la même chose que nous avons eu pendant la crise Covid sur le dépistage. Une personne est formée, et si après cette personne forme son équipe, eh bien, c'est valable. C'est une attestation, on fait une attestation et il n'y a plus de souci. Pareil, par exemple, pour le trot d'angine. Le trot d'angine, une personne est formée, elle peut former le reste de l'officine, etc. Donc, nous allons demander que ça se passe comme ça. Pour finir sur la vaccination, est-ce que les préparateurs pourront faire ces nouvelles vaccinations? Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, le texte, on l'attend, on l'a pas. Donc, on va attendre de voir comment le texte sort. Honnêtement, on va demander à ce qu'il y ait la même égalité. Les préparateurs pouvant vacciner la grippe et pour vacciner la Covid, c'est la même logique. Mais pour l'instant, le texte n'est pas sorti. Donc, dès lors qu'on va devoir travailler sur ce texte, on reviendra vers vous pour vous dire. Pour l'instant, rien n'a été écrit, pas plus en positif qu'en négatif. Mais on attend ce texte, on attend cet arrêté du ministre. Ok, merci. Alors après, sur d'autres questions, d'autres sujets plutôt. Alors là aussi, un sujet général peut-être qui peut intéresser tout le monde sur les difficultés de recruter les patients pour les accompagnements. Et la question c'est, alors je souris parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup demandé, mais serait-il possible de demander à l'assurance maladie de communiquer aux patients pour les inciter? Merci. Merci de me demander ça. Si vous pouviez le faire remonter à vos délégués de l'assurance maladie quand ils viennent vous voir, ce serait vraiment chouette. Oui, on n'arrête pas de leur demander, on n'arrête pas de leur dire. Ça a été fait dans un moment quand on a voulu développer les accompagnements des patients sous AVK. On leur demande de faire la même chose. Alors ils nous disent oui. Au départ ils disaient non. Maintenant ils disent oui, mais ils font pas. Donc on va attendre de voir la convention signée pour leur redemander de le faire. Mais ça c'est important. Et par contre, ce qui est aussi important, c'est que nous avons demandé aussi à ce que ce soit intégré à nos LGO. C'est-à-dire que nos LGO soient capables déjà de nous sélectionner les patients qui auraient droit à ces nouvelles missions, à ces accompagnements. Ça, c'est fondamental aussi que nos LGO nous accompagnent. Donc la personne répond, j'ai une CPL prochainement, je vais à nouveau le demander. Merci. Merci beaucoup. Alors sur d'autres questions,
Sur la dispensation à domicile maintenant. Donc, 2 questions. Bon, je te donne une après l'autre. Donc, comment peut-on faire partie du Prado? Alors, peut-être expliquer comment ça va se passer. Alors, le Prado, il y a une personne de l'assurance maladie, alors c'est un CAM, c'est un conseiller de l'assurance maladie, Mm. qui va déterminer avec l'équipe hospitalière que le patient, lors de son retour à domicile, doit être intégré au Prado. Et lors de son intégration au Prado, l'équipe va définir que, alors il existe plusieurs Prado, hein, les grossesses, les hospitalisations, enfin les opérations, le Covid est un Orthopédie. Prado aussi. Comment tu dis? Orthopédie, chirurgie, je crois. Orthopédie, chirurgie, etc. Enfin, il y a plusieurs Prado. Il y aura d'autres Prado à venir aussi. Euh, donc, alors, je ferai une parenthèse après sur le Prado. Une fois que le patient est inscrit dans le Prado, il va pouvoir bénéficier, si le conseiller et si l'équipe de santé de l'assurance qui tourne autour de lui estime qu'il lui faut une dispensation à domicile, va lui dire, OK, on donne le top pour que le pharmacien puisse aller dispenser à domicile. Il y aura juste un capage de 15 dispensations à domicile par semaine, je crois. Non, c'est 5 par jour. Hein, c'est 5 par jour, donc sur 5 patients différents, bien sûr, 5 par jour, donc ça fait un peu plus que 15 par semaine. Et puis, alors le Prado. Le Prado, si vous voulez, c'est la sortie hospitalière. Voilà, grosso modo, c'est ça, c'est la sortie une partie de la sortie hospitalière. Et ce que nous avons demandé, c'est que les pharmaciens, alors ce ne sera pas forcément le pharmacien d'un village, mais ce sera peut-être le pharmacien en responsabilité locale, au niveau syndical local, fassent partie des Prados. Et ça, c'était important pour nous parce que nous voulions que le pharmacien soit remis au cœur de la sortie hospitalière. Au moment du Prado, au moment de la sortie du patient, il va être défini que ça va être telle personne qui va lui fournir le lit médicalisé. Ça va être telle personne qui va lui fournir les pansements, les consommables, les perfusions. Et aujourd'hui, le pharmacien, il n'est pas présent. Donc, autant vous dire que c'est autant de patients qui nous échappent pour tout ce qui est sortie hospitalière. Et nous avons demandé à ce que le pharmacien soit intégré au Prado pour qu'il y ait une présence pharmaceutique et que le pharmacien dise, attendez, moi ce patient-là, il est connu par son pharmacien, c'est au pharmacien, enfin c'est au patient de choisir par qui il va être géré au niveau hospitalisation à domicile, matériel à domicile. Et en tout état de cause, c'est pas forcément un prestataire de faire le job. Ok. Et donc, toujours sur la dispensation à domicile, la question c'est par rapport à la rémunération, euh, comment on fait? Enfin, en gros, il n'y a rien sur les indemnités kilométriques et pourtant, ça représente quelque chose. Et donc voilà, en termes de rémunération, comment ça se passe? Alors, nous avions demandé de ne pas avoir d'indemnité kilométrique pour simplifier le mode de calcul, mais d'avoir en fait 2 fois 2,50 €. 2,50 €, c'était le forfait, plus 2,50 € correspondant à l'indemnité kilométrique, ce qui correspondait à peu près à un trajet aller-retour de 6 à 7 km en fonction du barème kilométrique. L'assurance maladie n'a pas voulu. A dit on laisse les 2,50 parce que les 2,50 pour les autres professionnels de santé ne sont tous les autres, enfin les autres professionnels de santé touchent aussi 2,50. Certains autres professionnels de santé, d'autres touchent plus, d'autres touchent moins. Mais en tout état de cause, les 2,50 ne sont pas majorés d'indemnité kilométrique tant qu'on ne sort pas de la limite de la commune pour les petites communes ou qu'on ne fait pas une distance de plus de 2 km. Donc voilà, ils ont pas voulu plus que ça. Honnêtement, ça a été une grosse bagarre, hein. Croyez bien qu'on est revenu de multiples fois là-dessus et c'était vraiment pas aujourd'hui l'intention de la CNAM de porter la dispensation à domicile. Donc nous avons dû se faire violence pour essayer de valoriser et de l'obtenir. Ce qui a été fait, mais ça n'a pas été fait sans mal. Et là aussi, on a dit maintenant, il faudra qu'on le revoie, voir comment ça peut évoluer, parce qu'il faut qu'on recolle à une vraie dispensation, à une vraie revalorisation et une valorisation de notre acte de dispensation à domicile. On se rend bien compte que maintenant, le pharmacien va devoir de plus en plus quitter son officine pour dispenser, pour vacciner, pour éventuellement aller voir l'armoire à pharmacie, voir comment le patient va dans son univers de vie, faire de la PDA, etc. Tout ça va être à développer dans l'avenir et il faut qu'on ait les moyens de le faire. Il y a des inquiétudes sur toujours cette dispensation à domicile, notamment par rapport au HAD et par rapport au fait que il y aurait possibilité que ça soit en fait géré par le prestataire finalement cette dispensation à domicile et que ça échappe aux pharmaciens.
Non, c'est pour ça qu'on a bien mis dans le texte de la dispensation à domicile que ça ne pouvait être fait que par quelqu'un de la pharmacie du patient et que par quelqu'un qui était en capacité de faire l'acte de dispensation au comptoir, c'est-à-dire pharmacien, préparateur ou étudiant. Et que ça ne pouvait pas être transféré, délégué à quelqu'un d'autre. Ça, c'était pour nous une évidence et ça a bien été remarqué dans le texte. Euh, alors, je fais un peu une parenthèse, mais finalement qui est un peu sur le même sujet parce que j'ai plusieurs questions là-dessus, mais sur comment mettre en place ces nouvelles missions alors qu'on a du mal à recruter des adjoints. Et donc, c'est là que je fais une petite parenthèse parce que j'ai notamment une personne qui nous demande si on fait des actions pour la formation et le recrutement des adjoints et des préparateurs. Donc, ça on peut en parler peut-être rapidement. Alors, oui, alors on a été mobilisé hein, beaucoup par la Covid et beaucoup par la convention. Donc c'est vrai que ce point recrutement est un point qui touche tout le monde, dans toutes les régions, dans toute la France. Et que nous voulons bien sûr essayer d'y répondre le mieux possible. On a mis en place un groupe de travail qui est géré par un membre du conseil d'administration qui va, qui va réfléchir à comment améliorer le recrutement, comment améliorer l'utilisation de nos forces vives que sont nos collaborateurs. Et ça, c'est en train de se mettre en place. Alors, ça vient de démarrer. Ne me demandez pas quelles sont les conclusions. Ça vient de démarrer et nous allons y réfléchir. Et une fois de plus, si vous avez des idées, envoyez-les. Envoyez-les ou à l'USPO ou quand on va se croiser, quand je vais reprendre mon tour de France et que je vais venir vous voir. Donnez-nous ce que vous pensez bien et on va essayer de tirer de ça le mieux possible pour essayer de recruter le plus largement possible et de garder nos collaborateurs. Alors maintenant, sur un peu le numérique peut-être. Donc, Un peu quoi, excuse-moi? le numérique, pardon. Donc, quelles sont les conditions de prise en charge de téléconsultation par les officines? Alors, la téléconsultation a fait l'objet aussi d'un point dans cet avenant conventionnel. Alors, la téléconsultation, de mémoire, il y a toujours les 1225 euros d'achat de matériel. Vous D'initiation. savez, les quatre matériels qui sont obligatoires pour faire de la téléconsultation, c'est-à-dire un tensiomètre, un oxymètre de pouls, un otoscope connecté et un stéthoscope connecté. Donc, il y a toujours cette somme-là. Ce n'était pas gagné parce qu'au départ, elle ne devait pas forcément y être toujours. Hein. On l'a maintenu. Et puis après, il va y avoir des aides à la téléconsultation qui seront faites avec des tranches. Alors, c'est des tranches qui sont comme pour la dernière convention, mais beaucoup plus resserrées. Beaucoup plus resserrées et à la fois beaucoup plus étendues. C'est-à-dire que c'est des tranches de 2 ou 3 téléconsultations. Les aides qui sont fournies vont jusqu'à 750 euros pour aider le pharmacien à prendre en charge la téléconsultation. Aujourd'hui, on a un souci avec la téléconsultation. Sous le terme téléconsultation, on entend plein de choses. La téléconsultation qui se fait dans le cadre conventionnel, donc c'est le patient qui se met en rapport avec son médecin, mais que son médecin est un peu loin et ne peut pas recevoir son patient, donc on fait une téléconsultation. Ou alors dans le cadre d'une coopération d'une CPTS où on a un soin non programmé qui se fait avec le médecin qui est désigné dans le cadre de l'organisation territoriale. Et puis, il y a des téléconsultations qui sont un peu plus sauvages, qui ont été libéralisées durant la crise Covid, parce qu'il fallait qu'il y ait des accès aux soins un peu plus facilités, et qui ne sont pas des téléconsultations, qui sont des je ne sais pas quoi. Hein, avec votre smartphone, vous appelez votre médecin qui est en lien avec votre assurance et avec votre mutuelle, et puis vous avez une télédiscussion avec un médecin et qui est même capable de vous envoyer une prescription. Ça, ce n'est pas la téléconsultation. C'est-à-dire que oui, il y a une prescription, mais ça ne rentre pas. Vous ne pouvez pas être rémunéré dans le cadre de la téléconsultation, puisque quand il y aura téléconsultation, le médecin qui va téléconsulter doit coter un acte qui va permettre de valider qu'il y a eu une téléconsultation, que vous avez bien été mis en rapport avec le médecin et que ce médecin était dans le cadre d'une téléconsultation. Aujourd'hui, entre notre avenant téléconsultation et l'avenant médecin, il y a une inadéquation. Ça va pas. Donc il va falloir que l'on revoie ça. Mais je pense que dès que la crise sera un petit peu derrière nous, il va falloir vraiment se pencher sur la téléconsultation. Et faites surtout très attention avec certaines cabines, avec certains intermédiaires de téléconsultation.
je vais en nommer aucun, je ne veux pas faire de mauvaise pub, mais où vous avez des cabines qui viennent vous démontrer que légalement, vous avez tout le droit de le faire, que économiquement, ça pose aucun souci, sauf qu'ils vous racontent des mensonges et ils le font très bien parce que je ne pense pas être le pharmacien le moins bien informé et la dernière fois que je les ai vus, ils ont réussi à me retourner la tête. Hein. Donc, j'ai bien sûr pas signé d'accord avec eux, mais j'ai réussi à douter. Ils ont réussi à me faire douter. Donc, on s'est rapproché de l'assurance maladie qui doivent les voir. Je sais que beaucoup de fournisseurs de télécabines sont vus régulièrement par la CNAM pour leur rappeler les choses, mais méfiez-vous bien. Demandez-nous si vous avez un moindre doute avant de signer quelque chose qui va vous engager, qui va vous coûter de l'argent et pour lequel vous ne pourrez pas côté de téléconsultation. Faites très 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 attention. Une autre question sur alors, la question elle est un peu spécifique, mais je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est que tu reviennes sur quelque chose de plus général. C'est qu'en est-il de la sécurisation des ordonnances via un QR code et donc peut-être parler de l'e-prescription. Ouais. Eh bien ça, vous voyez, ça va terriblement nous aider dans la e-prescription, dans la téléconsultation. Quand aujourd'hui un pharmacien reçoit une ordonnance d'une plateforme comme Zava, comme Care, où on sait très bien qu'il n'a ni vu de médecin, même pas forcément entendu, parce que c'est bonjour docteur, je voudrais une prescription de tel et tel médicament et vous recevez la prescription. Pour moi, ça n'est pas de la médecine, ça va pas. Donc l'assurance maladie, pour lutter contre ça, va développer la e-prescription. La e-prescription, ça va se passer comment? Le patient va chez son médecin, le médecin le consulte, lui fait une prescription et va envoyer la prescription sur un serveur de l'assurance maladie, un serveur sécurisé, et va imprimer sur l'ordonnance un QR code. Il va lui remettre l'ordonnance papier, bien sûr, ça c'est une obligation légale, signée de sa main, et le patient va venir vous voir avec l'ordonnance. Là, vous allez pouvoir biper le QR code, le lire, et aller récupérer l'ordonnance sur le serveur de l'assurance maladie. L'ordonnance va s'implémenter dans votre logiciel. Et puis là, vous allez faire votre acte de dispensation. Acte de dispensation qui sera à l'identique de la prescription. Vous n'aurez rien besoin de changer, eh bien c'est parfait, vous validez, vous dispensez et ça part. Ou alors, il y aura des soucis qui peuvent être, eh bien, on a prescrit le générique de la marque X, et puis vous, c'est la marque Y que vous avez en stock. Donc, vous ne pouvez pas renvoyer que c'est la marque X, parce que ce n'est pas celui que vous avez dispensé. Donc, il va falloir le changer. Là, c'est un changement de fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de justification. Vous avez donné la même chose, mais sauf que c'est une autre marque. Par contre, parfois, eh bien, vous allez avoir un souci parce que le médicament prescrit ne sera pas à la bonne posologie. Ou le médecin aura oublié un traitement. Entre-temps, le patient aura été à l'hôpital aura rajouté un traitement, le médecin n'en ayant pas eu forcément connaissance ne le rajoute pas. Ou au contraire, l'inverse, l'hôpital ayant arrêté des traitements, le médecin le remet. Ou une erreur de prescription. Moi, des fois, on voit des prescriptions avec de l'insuline à un stylo matin et soir. Je doute que ce soit la vraie posologie. Donc, tout ça, si vous voulez, ça va être des modifications que vous allez faire sur la prescription. Là, c'est ce qu'on appelle les interventions pharmaceutiques. Et le fait d'aller modifier la prescription va mettre en lumière votre intervention. J'ai appelé le médecin qui avait oublié le traitement contre la tension, qui n'avait pas vu que le traitement avait changé par le spécialiste, etc. Et vous allez tarifier et renvoyer à l'assurance maladie le paiement, enfin la facture, le paiement, etc. Mais cette e-prescription va être une sécurisation de l'acte de prescription et dispensation. Et du coup, les patients ne pourront pas, alors qu'une ordonnance a été prescrite pour une fois, l'imprimer 50 fois et aller dans 50 pharmacies différentes, puisque le QR code aura été lu et désactivé. Donc, sauf quand ce sera une ordonnance, bien sûr, à renouveler. Mais autrement, une ordonnance prenons l'exemple, qu'on en a parlé tout à l'heure, de Monuril, qui pourrait être faite par une plateforme imprimée par le patient en 40 exemplaires et du coup aller chercher 40 boîtes de Monuril prises en charge, ce ne sera plus possible. Donc, ça va être une sécurisation et nous allons être rémunérés pour ça dans un premier temps et après, ça va être en rémunération socle de notre ROSP, cette e-prescription. Pardon, j'étais en train de finir une réponse. Peut-être maintenant sur la PDA. Donc, est-ce qu'il va y avoir une prise en charge pour la PDA et quelles sont les conditions pour faire de la PDA? Eh bien, je vais vous répondre aux deux conditions, aux deux questions en une réponse. Oui, peut-être. Oui, il va y avoir nous continuons de nous battre pour qu'il y ait une prise en charge de la PDA et nous attendons pour ça toujours
un texte qui s'appelle les bonnes pratiques de PDA. Tant que ce texte ne sera pas sorti, nous ne pourrons pas avancer. L'assurance maladie ne veut pas, et de même, pas plus le faire que d'y mettre une rémunération. Donc nous allons devoir, et on a réussi à convaincre l'assurance maladie de pousser avec nous au niveau du ministère pour que ce texte sorte. Il faut maintenant qu'il sorte, ça fait pareil, ça fait 11-12 ans, hein, c'est comme le pharmacien correspondant que ce texte est bloqué. Il faut impérativement qu'il sorte des tiroirs de la DGS pour nous dire comment est-ce que nous devons faire une PDA. Et c'est quand nous aurons ce texte que nous pourrons aller demander une rémunération adéquate. Merci. Sur l'organisation des soins primaires et notamment les soins, enfin les équipes de soins primaires souples, qui éviterait, bon, je lis la question, mais qui éviterait l'organisation complexe d'une CPTS. Donc là-dessus, on travaille également. Pierre, je te laisse. Donc ça, c'est en marge de la convention pharmaceutique, c'est plutôt dans la convention avec de l'exercice coordonné que nous allons développer ça. Mais oui, aujourd'hui, je rejoins tout ce qui a été dit, c'est-à-dire que la coordination des professionnels de santé autour des patients peut se faire dans le cadre d'une MSP, ça sans aucun souci. Dans le cadre d'une CPTS, c'est pareil, mais c'est chronophage. Ce sont des structures qui sont chronophages, qui demandent beaucoup de temps et beaucoup d'implication, et c'est long à faire. Nous, ce que nous avons demandé, c'est de créer des unités de coordination souple, c'est ce qu'on appelle les ESP, équipe de soins primaires, autour du patient, donc un médecin, un infirmier, un pharmacien, un kiné, une sage-femme, etc., mais qui vont se regrouper autour et qui vont pouvoir prendre en charge le patient dans un exercice coordonné, mais pas dans un exercice structuré, comme peut l'être une CPTS ou une UMSP. C'est en train de bouger fortement, c'est en train d'évoluer, et je pense que cet exercice-là sera reconnu dans le cadre d'exercices coordonnés et aussi, bien sûr, dans le cadre de la convention, puisque, vous savez, dans la convention, que l'exercice coordonné est un point important en termes de ROS, et je pense que ce sera reconnu aussi. Merci. Une dernière question sur la convention pour l'instant, c'est sur la sérialisation. Et j'ai entendu que la sérialisation serait éventuellement abandonnée. Moi, je n'ai pas entendu ça du tout. Non. Donc, ça n'a rien à voir avec la convention, hein. C'est une obligation légale qui a été mise en place il y a quelques années. Donc, on ne peut pas revenir dessus. Donc, pour l'instant, non, elle n'est pas abandonnée. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas entendu ça. Et d'autant moins qu'on commence à avoir des médicaments anti-Covid qui commencent à être falsifiés dans l'Europe de l'Est. Donc, je ne pense pas du tout que ce soit à l'ordre du jour que d'abandonner la sérialisation. La source, c'est un fournisseur de LGO. Ah, mais ça, c'est parce qu'il n'a pas envie de vous fournir le LGO qui va bien. Je pense que c'est Je surtout pense pour que ça. c'est ça. Je pense que c'est ça. Si, on revient un peu sur la convention. Quid de la délivrance à l'unité? Alors, la délivrance à l'unité. C'était une demande de notre président de la République, hein, qui a voulu que ce soit inscrit dedans. Pour certains antibiotiques, ça a été fait comme ça au départ. Donc, je vous rappelle le cadre réglementaire. Pour certains antibiotiques dont on a, à mon avis, encore pas eu la liste précise, on a la possibilité de dispenser à l'unité. Dans le tout premier texte de l'assurance maladie, la dispensation à l'unité était payée 0. C'est-à-dire que vous deviez, si vous faisiez une dispensation à l'unité, bien sûr découper les comprimés, y imprimer une notice parce qu'il fallait que le patient ait sa notice, mettre ça dans une boîte avec une vignette sur laquelle on a réécrit sur la vignette le nom du patient, le numéro de lot, la posologie, enfin, différents renseignements, et tout ça pour 0. Donc autant vous dire que, voilà, heureusement que c'était juste pas obligatoire et facultatif, parce que je pense que du coup, peu de gens allaient le faire. Ils se sont bien rendus compte que ça n'allait pas marcher, donc ils ont décidé de nous payer royalement 1 euro. Alors, ce ne sera toujours pas, à mon avis, incitatif pour le faire. Par contre, ce qui va être modifié, c'est que ces 1 euro peuvent être étendus à la dispensation fractionnée des stupéfiants. Et cette dispensation fractionnée des stupéfiants, dès lors qu'on va dispenser 4 comprimés de Skenan sur la boîte, etc., on pourra être éligible à facturer les 1 euro de dispensation dit à l'unité. Il y a un capage de dispensation à l'unité qui est de 500 euros par officine. Donc, autrement dit, vous savez pourquoi vous allez le faire pour les stupéfiants, et vous savez vraiment vraisemblablement pourquoi vous n'allez pas le faire pour les antibiotiques.
Ok, bah, je pense qu'on a fait le tour pour la Pour la convention, convention. Donc, à on toi, passe Bénédicte, pour nous parler un petit peu de l'Ukraine. de l'Ukraine, ouais, rapidement. Donc, plutôt moi sur les dons qui sont possibles de faire. Euh, donc, alors, deux choses. Il n'est pas possible de donner les MNU. Ça, c'est pas possible, c'est interdit. Pour l'instant, il n'est pas non plus possible de donner des médicaments que vous auriez en stock. Ici, il y a des risques de, voilà, des risques de préemption, des risques de mésusage avec des notices en français qui seraient pas, pas lues parce que pas la même langue, etc., etc. Donc, ce n'est pas possible. Contrairement à l'information, en effet, qui a été notée sur le document de la protection civile et de l'Association des maires de France, je les ai eus au téléphone et ils m'ont dit qu'ils allaient changer ce document. Donc, pas de collecte ni de MNU ni de médicaments. Il y a des associations qui sont agréées pour envoyer des médicaments, les acheminer aux bons destinataires dans des bonnes conditions de sécurité, de traçabilité qui existent déjà. Donc, je pense notamment à l'association Tulip, mais il y a également d'autres associations qui existent et qui le font très bien. Donc, pour tout ce qui est médicaments, il faut vraiment les laisser gérer ce dossier-là. Ils le font déjà très bien. En revanche, si vous voulez quand même organiser quelque chose, faire un don, il est possible de faire des dons, donc des dons d'argent notamment. Bon, déjà, nous, on avait aussi communiqué sur Pharmacie Humanitaire Internationale, mais toutes les associations qui existent aujourd'hui, la Croix-Rouge, MSF, etc., collectent des dons financiers. Donc, vous pouvez donner à ces associations-là. Et juste pour vous donner un exemple concret de ce qui est fait par les associations, j'ai eu un mail de Pharmacie Humanitaire Internationale qui m'a envoyé un message vendredi en me disant qu'un camion de 120 mètres cubes de matériel médical partait du dépôt de Pharmacie Internationale à Auch et en direction d'un hôpital en Ukraine. Voilà, donc c'est un exemple concret de ce à quoi servent vos dons, bon, notamment à Pharmacie Humanitaire Internationale, mais les autres associations feront de même. Euh, En revanche, ce qu'il est possible de donner, c'est, alors là, vous pouvez vous référer à la liste de l'Association des maires de France et de la protection civile, donc outre les médicaments, encore une fois, c'est les dons de matériel d'hygiène, donc des savons, etc., etc., mais également du matériel médical, comme des couvertures chauffantes, des garrots, des pansements. Et en fait, les personnes qui gèrent ça, donc la protection civile, m'ont dit que c'était département dépendant. Donc il faut que vous contactiez la protection civile de votre département directement, ou alors la mairie, qui peut également l'organiser dans le cadre de cette collecte avec donc la protection civile. Voilà. Peut-être sur l'iode aussi, parce que je sais qu'on a eu beaucoup de questions sur les comprimés d'iode, Pierre, peut-être? Oui. Alors sur l'iode, essayons de faire les choses simplement. La situation actuelle, au moment où je vous parle, ne nécessite pas de mesures spécifiques sur le territoire national. C'est une situation qui est surveillée par les autorités sanitaires et qui va peut-être être appelée à évoluer, mais pour l'instant, pas aucune mesure spécifique. Il faut savoir que la prise d'iode stable est là pour saturer la thyroïde en iode quand il y a de l'iode radioactif qui est dans l'air et que notre thyroïde est en capacité de fixer l'iode radioactive et de développer du coup des cancers. Et comme on sature la thyroïde en iode, on empêche l'incorporation d'iode radioactive au niveau de la thyroïde. Mais ça ne marche que pour l'iode. S'il y a du césium ou d'autres éléments radioactifs, ça ne marche pas. L'iode, ce n'est pas le parapluie contre tout élément radioactif. Ça n'est que pour l'iode radioactif. En cas de besoin, l'État dispose de stocks qui sont prépositionnés dans tous les départements, y compris dans les départements d'outre-mer, et qui permettra une disposition dans un délai très court. Prendre de l'iode avant l'exposition d'iode radioactive ne sert à rien. Il faut la prendre dans les heures qui suivent l'exposition pour que ce soit le plus efficace possible. Donc, toutes les personnes qui vont vous dire je vais en prendre à l'avance, elles risquent, dans certains cas, d'être malades, de désorganiser le fonctionnement thyroïdien et de faire des malfonctions thyroïdiennes, mais jamais, en tout état de cause, de faire une prévention par rapport à une incorporation d'iode radioactive. Donc surtout, pas d'initiative. Faites bien attention, si vous avez des compléments alimentaires à base d'iode, de ne pas les conseiller et de ne pas
d'alerter les patients sur une prise de compléments alimentaires à base d'iode trop importante qui pourrait être délétère pour leur santé. Surtout pas en préventif. Bien sûr, vous ne pouvez pas en commander puisqu'il n'y en a pas. N'essayez même pas d'en fabriquer parce que c'est complètement illégal. Donc surtout ne le faites pas. Le seul cas possible où il y a eu une dispensation d'iode par les pharmacies, c'est les pharmacies qui sont dans les 10 à 20 km autour de centrales nucléaires en France, dans le cadre de campagnes qui ont été organisées par l'Ordre, les syndicats et EDF. Les personnes ont été prévenues, sont venues les chercher. Et pour celles qui n'étaient pas venues les chercher, un listing a été envoyé aux pharmaciens avec des adresses pour que les pharmaciens mettent les boîtes d'iode dans des enveloppes et les postent. Mais du coup, si vous n'êtes pas sur ce listing, vous n'avez pas la possibilité d'aller chercher. Déjà, vous n'avez pas la possibilité d'aller chercher, mais si vous n'êtes pas sur le listing, le pharmacien ne vous en aura pas envoyé. Donc, de toute façon, il n'y en a plus dans les pharmacies, puisque tout est parti, ou parce que les patients sont venus les chercher, ils ont eu un bon pour venir les chercher, ou alors parce que, suite à l'envoi d'un listing de patients qui ne les avaient pas pris, ça a été posté directement chez eux. Donc, surtout, ne faites pas ça. Et puis maintenant, voilà, l'iode, elle ne peut pas être prise. Alors, quand vous avez un patient qui vient vous dire si une bombe atomique arrive, j'aimerais bien avoir de l'iode, je pense que la prise du comprimé sera malheureusement bien trop tardif par rapport à une explosion atomique. Ça n'est pas dans la même temporalité. La seule chose qui puisse se faire, c'est s'il y avait une fuite radioactive, où là, on pourrait prendre des comprimés pour éviter que on soit contaminé. Si parfois le nuage atomique ne s'arrêtait pas au niveau des Alpes, par exemple, et il devait parcourir le territoire français. C'est le seul cas. Et là, on a un peu de temps pour réagir. Donc, étant donné que les comprimés d'iode sont déjà dispatchés dans tous les départements. Merci beaucoup. Bon, voilà, il y a quelques questions, notamment sur, enfin, plutôt des remarques en disant que ça serait bien que les pharmaciens aient une dotation d'avance, que les choses soient organisées en amont, etc. Voilà, je pense que Pierre a plutôt répondu à tout ça. Ben, je pense qu'on a fait le tour. Il y avait peut-être d'autres sujets qu'on voulait aborder très rapidement. C'était les rencontres avec les pharmaciens, puisque maintenant il est désormais possible de se rencontrer en vrai. Donc juste quelques infos, il y a Pharmagora, le salon Pharmagora qui s'organise la semaine prochaine, donc le week-end du 12-13 mars. Bien sûr, l'USPO aura un stand. Bien sûr, nous vous attendons et nous échangerons avec plaisir avec vous sur ce stand. Il y aura les élus du bureau, Pierre-Olivier bien sûr. On sera là pour répondre à vos questions. Il y a également des ateliers thématiques qui sont organisés sur le stand, donc notamment avec Team Cull et avec ACL et avec Clésia également. Donc ça peut être intéressant. On va vous communiquer toutes ces informations-là. Il y a également aussi, bien sûr, des conférences particulières sur la convention, sur les biosimilaires, sur le matériel médical qui sont tenues par nos élus également. Donc bon, Pierre-Olivier, bien sûr, mais également Jean-Marc Lebec, Renaud Nadjaï, voilà, tous les élus du bureau qui répondront à vos questions dans des conférences thématiques qui sont organisées par Pharmagora. Et puis, je pense que ça aussi, c'est une bonne nouvelle et ça montre la fin du Covid, enfin la fin, en tout cas, la pause pour l'instant. C'est les réunions en région qui reprennent. Donc, pour les prochaines, notamment, c'est le 16 mars à Avignon, le 17 mars à Gémenos, donc qui est à côté de Marseille. Et puis, on fait également, on organise des réunions en avril, en mai et en juin. C'est des réunions qui sont ouvertes à tous les pharmaciens, bien sûr, mais également aux adjoints et aux étudiants. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. On va communiquer les dates le plus tôt possible pour que vous puissiez vous organiser et on les mettra sur le site internet. Des fois qu'ils aient peur que je m'ennuie, ils m'envoient me promener dans toute la France pour vous rencontrer, vous voyez. Bah, c'est plutôt une bonne chose. C'est Ça, une bonne chose. voilà. Et puis prendre vos idées, parce que quand vous venez, on prend vos idées. Et toutes les idées ne sont pas, elles sont toutes bonnes, mais elles ne sont pas forcément toutes réalisables. Par contre, quand on en trouve qui sont réalisables, et ben ça nous sert et on fait remonter ça et on voit comment on peut les incorporer, parfois dans la convention, parfois dans des textes réglementaires. Donc on a besoin de vous et c'est avec vous qu'on va construire. L'USPO n'est qu'un outil qui est au service de la profession et un outil qui est
avec toutes les lames du couteau suisse que sont tous les pharmaciens. Donc venez nous donner vos idées, venez faire en sorte qu'on puisse les porter. Et c'est comme ça qu'on continuera de faire évoluer la profession pour le bien de tous. Je voulais, pour conclure, vous remercier de votre investissement durant cette crise, tous. Un investissement vraiment sans faille et qui a vraiment mis en lumière la profession et qui a qui a continué plus exactement de nous mettre comme professionnels de santé. Vous avez vu que l'USPO s'est fortement mobilisé pour vous accompagner. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le meilleur des remerciements, c'est d'adhérer à l'USPO pour nous dire que vous avez été content de ce qu'on a fait et nous soutenir dans cette démarche. Je Juste, pense que excuse-moi, juste par rapport à ça, j'ai des questions, des adjoints qui souhaitent adhérer. Alors, pour l'instant, c'est pas possible, mais n'hésitez pas à convaincre vos titulaires d'adhérer. exactement. Et puis, tu m'as coupé la parole, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, on va sûrement revoir un petit peu maintenant les formules des webinars où, bien sûr, on est dans une période de pause, donc on risque de continuer des webinars, mais plus pour les adhérents sous forme de webinars thématiques éventuellement. Donc on y réfléchit. Pour l'instant, on n'a pas forcément la réponse. Et puis bien sûr, si la crise sanitaire revient, eh bien on reprendra les webinars ouverts à tous. Mais là maintenant, on va peut-être plus faire des webinars réservé aux adhérents sur des thèmes. Enfin, on va voir comment on va réfléchir à ça, mais tout ce qui concernera cette crise sanitaire, vous aurez encore toutes les informations et on reviendra avec des webinars peut-être un peu plus éloignés, je ne sais pas, en fonction de l'actualité. Et s'il y a besoin, ça pourra être toutes les semaines si l'actualité redevient très chaude avec des DGS qui tombent pluriquotidiens et avec des doctrines qui évoluent à la vitesse grand V. Merci Bénédicte de ton temps. Merci Sylvie de maintenant faire le boulot de découpage et de mise en place pour que nous puissions voir ce webinaire de façon saucissonnée. Et merci à tous de nous avoir accueillis chez vous pendant cette heure et demie. Bon Merci dimanche. à tous. Bon week-end. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.